incroyable. Bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui teste son matériel à chaque épisode, et ça c'est incroyable. Le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités, bien entendu. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League, la première école de combat au sabre laser de France. Et depuis toutes ces années, c'est un truc de ouf quand même, on en reparlera peut-être dans un épisode particulier à venir, mais c'est un truc de ouf parce qu'il se passe encore des trucs assez dingues, notamment avec la dernière étape du Saber Tour, le World Finals qui va se dérouler le 3 février prochain à Paris. Bref, depuis toutes ces années, nous avons rencontré un paquet de gens hyper intéressants. Connu, pas connu, moyen connu, mais en tout cas très intéressant. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. J'ai eu un petit bug là, parce que c'est la 1000e fois que je fais l'intro. Donc, on vous les fait rencontrer en audio, en podcast. Voilà, c'est une bonne idée. Juste avant de vous présenter, l'invité qui arrive, qui est très important pour moi humainement et professionnellement, car il a beaucoup fait pour le sabre laser, je pense qu'il le sait. Je lance un appel à sponsoring et partenaires, car nous développons le podcast. Il continue à augmenter en écoute, car on pense que nous faisons bien notre travail et visiblement ça vous plaît, donc on continue à le faire du mieux possible. Notre travail, cette passion qui est d'amener à vous, ça n'est même pas un travail, c'est fantastique de faire ça. Franchement, c'est vraiment bien. Je prends énormément de plaisir à le faire. On prend énormément de plaisir à vous proposer ça. C'est très très cool. Et donc, comme dirait Fab Florent, qui est un podcasteur notamment extrêmement talentueux et connu, contre-espèce sonnance et trébuchante ou matériel, car nous avons différents besoins pour expand le podcast, gagner en qualité, en technique et surtout toucher une plus large audience. N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous donner les prix tout simplement du sponsoring et du partenariat. Voilà, on en est là, on en est à ouvrir le podcast aux partenaires, donc n'hésitez pas, l'aventure est belle et elle ne fait que démarrer bien entendu. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter Pierre-Yves Banctin. Pierre-Yves Banctin, c'est un boss, voilà, c'est un boss. Tu vois, le gars, il a tout fait. Il touche à tout, il est talentueux, il est intelligent, et ça c'est très très cool. Donc c'est un patron, voilà, c'est ce qu'on appelle un patron, c'est un boss. Aujourd'hui il travaille chez Warner, mais avant il a relancé, pas tout seul évidemment, le Comic Con Paris, avec de la belle qualité. Il a fait plein d'autres trucs, il va nous expliquer tout ça dans le podcast. Et c'est le premier, avec mon ami Lambert bien entendu, à qui je fais un petit coucou s'il écoute le podcast, nous a fait confiance sur le sabre laser. On n'avait même pas de nom de club, rien du tout. Et il nous a ouvert les portes du Comic-Con à l'époque. Il nous a fait confiance et ça nous a permis de démarrer en fait et d'avoir une visibilité hallucinante en nous donnant des contacts, des machins. Et en rencontrant ces deux gars-là, Lambert qui a transmis l'info à Pierre-Yves et Pierre-Yves qui nous a fait confiance en tant que décisionnaire, en tant que patron, eh bien... on a vu que c'était possible et c'est pour ça qu'on a continué. Voilà. On parle de musique beaucoup, puisqu'il a bossé notamment chez Energy, il a découvert des talents. Très très féru de musique, on parle de plein de trucs. On parle de Batman, enfin bon, c'est vraiment très très cool. Je vous souhaite une bonne écoute. Il y a un peu d'émotion aussi, ah bah dis donc, dans ce podcast. Vous verrez, il est très touchant, Pierre-Yves, dans cet épisode. Après, on allait déjeuner, c'était vraiment super. Bon, bref, je vous passe les détails. C'était très cool. Petite info, juste avant de démarrer l'épisode, je l'ai enregistré pas avec le matériel avec lequel j'enregistre maintenant. Matériel d'un peu moins bonne qualité, un truc un peu nomade. Donc, c'est pas exactement la même qualité de son dont vous avez l'habitude, mais je pense que ça passe. Salut. Et je démarre pendant qu'on se parle. Et voilà, c'est nickel. Là, c'est très bien. Là, on m'entend très bien. Ouais, regarde, je vais approcher comme ça. Pas de problème. Et je vais me mettre comme ça si ça te va, parce que normalement, c'est toi qui vas parler plus. Oui, t'inquiète pas. C'est un double. Normalement, j'ai du matos. J'ai du gros matos à la maison. Je suis désolé, j'ai investi. Non, mais c'est très bien. Regarde, c'est fait exprès. Ouais. J'ai un truc nomade et tout. J'ai fait. Tu vois Brigitte Lecordier ? Non. Brigitte Lecordier, c'est la voix de Oui Oui. Ah d'accord, oui, très bien. Et c'est une doubleuse et de Sangoten ou je sais pas quoi. Et donc je suis allé chez elle, pareil, tu vois. Je suis arrivé avec mon petit matos, sinon j'ai des gros trucs de
une table et tout pour faire des trucs trop bien. Que t'as récupéré que t'as acheté ou que t'as Ouais, non, je les ai récupéré de achetés. papa Non, je Ton les ai père achetés. t'a rien filé? Non, rien. Ah bon, qu'est-ce que tu veux qu'il me file? Il est en Afrique. Ton père? C'est moi qui lui demande de filer, Non, mais c'est vrai qu'il me file des trucs, mais bien sûr, depuis des années. Ah, je savais pas. Depuis des années. Ah, je savais pas. Ok. On va en reparler, mais on pourra Bah, au déj, on va en ouais, parler. on va se raconter nos vies. Mais pourquoi pas même un peu là, puisque on a parlé de ça au début quand on s'est rencontrés. Salut Pierre-Yves. Bonjour Adrien. Ça va? Ça va et toi, ça me fait plaisir de te voir. Toute cette partie-là sera au début. Ok. Je la coupe pas. Très bien, ça me va. Je la coupe pas parce que je trouve ça cool. Très bien. Merci de me recevoir. Ah bah non, merci à toi d'être venu là, jusque dans mon bureau. On va pas en parler 1000 heures, mais je trouve ça cool. J'ai la chance de venir à toi. On est chez Warner là. Ouais. Tu bosses actuellement chez Warner. Tout On à s'est fait. rencontrés dans d'autres conditions. Oui. Juste comme ça, c'est quoi le titre de ton poste? Tu fais quoi chez Warner? Qu'est-ce que je fais? J'ai la chance de m'occuper des chaînes cinéma-série du groupe. Ok. Donc Warner TV, TCM Cinéma, Toonami, Adult Swim pour la France. Pour l'Afrique, les mêmes chaînes, mais également Tu vois, on reparle de l'Afrique. tout à fait, tout le portefeuille Discovery. Ok. Et puis pour le Benelux, toutes les chaînes. Voilà. Ok, trop cool. Donc ouais, il y a un peu de boulot. Il y a du boulot. T'as un bureau trop stylé. Je fais pas de vidéo parce que je trouve que c'est. Au début, j'ai commencé de se concentrer sur la voix, mais il y a des posters. Ça, j'ai le droit de le dire. Il y a des posters de Batman, Bah des ouais, statues de Batman Tu sais, il y a un moment en où Lego. C'est trop on cool. peut pas, on se remplace pas quoi. Voilà, c'est-à-dire J'adore. que c'est quand même un peu mon univers. On prendra une photo devant ça à la fin pour la Si tu veux. publier. On est Il y a- obligé. Il y a à la fois du Batman. C'est vraiment cool. Il y a beaucoup de Batman. Il y a beaucoup de Batman. Il y a beaucoup de Batman. On est un peu dans la maison de Batman. Il y a aussi du film, parce que je Ouais. suis fan de cinéma, et Mhm. on va en parler, je pense. Ouais. Et puis il y a aussi ma vie d'avant, tu vois, avec mon petit disque d'or de Kenny Williams qui traîne, un J'ai petit vu. disque d'or de We Will Rock You qui traîne aussi. Ouais. Voilà, deux, trois conneries quoi. De We Will Rock You. Eh ouais, Comment ça? eh bah ouais. Ah non, pour la pub. C'est une pub. Oui, Ah tout ouais, à fait. tout à fait. Mais j'ai eu la chance de travailler sur l'album Queen Made in Heaven. Ah ouais? Ouais, j'ai fait ça dans ma vie. Mais moi j'ai eu plein de vies, je pense que c'est ça que tu veux. Ouais, c'est ça que je veux savoir. Bah ouais, carrément. Ouais, je me doute, ouais. Carrément. Non, bah ouais, complètement. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que tu veux Mais du coup, il y a plein de posters parce que t'es de Batman, parce que t'es Robin ou parce que t'es Batman? Ni l'un ni l'autre. Parce que. T'es Alfred. Parce que je suis Alfred. Non, parce que je trouve que c'est un personnage intéressant. Parce que moi j'aime les super-héros. Enfin, on s'est rencontrés dans ce cadre-là, donc Oui. c'est pas très étonnant. Et puis parce que ici, chez Warner, c'est la maison de DC et que c'est quand même un des personnages hyper emblématiques de la maison, quoi. Donc C'est clair, un des plus porteurs, Voilà. un des plus emblématiques, donc, même de tous les super-héros globalement. ouais, j'aime bien. Voilà, donc Ok. et j'ai besoin, moi, dans mon univers de travail, d'un environnement que j'aime. Je passe beaucoup de temps au bureau. Dans tous mes boulots, je passe beaucoup de temps au Le bureau est très chill, hein, petit canapé, Ouais, machin, ouais. très très cool. Et j'ai On se sent besoin de bien ça. là, tout de suite. J'ai besoin de ça. Je passe du temps ici, donc Ouais. j'ai besoin d'être comme chez moi, même si évidemment je sais que c'est pas chez moi, hein, je te rassure. Tu dors un peu ici ou pas? Non, Ça t'est arrivé alors non, dans les pas- précédents boulots dans mes peut-être précédents boulots, ouais. Quand j'avais un canapé dans mes vies d'avant, dans d'autres boulots, et moi je suis un très grand adepte de la sieste. Ouais. Parce que comme les soldats israéliens, moi je peux faire des micro-siestes de 5 minutes et je repars. Donc, À fond. à fond. Donc je m'allongeais, je faisais 5, 7, 10 minutes et hop, c'était reparti pour la journée. J'adore la sieste. Moi, quand je fais une sieste, je me réveille pas. Alors, oui, c'est quand même, parce que sinon tu serais pas là. Non, mais si, mais du coup, c'est pas 5 minutes, c'est pas possible. Ah ouais, mais si, Ouais, faut mettre un réveil. ça fait du bien. Les deux petits quarts d'heure là. Il y a où plein de tu gens qui pratiquent ça. Hein, là. récupères. Tu Ah sais, ouais. de toute façon, tu te relèves et bah, t'es Et c'est plein reparti. d'énergie et tout. Bah ouais, carrément. C'est top, c'est top. Carrément. Pierre-Yves, ce podcast, Adrien. c'est moi. Ouais. Il va vers où on veut discuter. Ok. Ok, Cool. j'ai des idées évidemment de base par rapport à comment on s'est rencontrés, je vais expliquer ça. Ouais. Évidemment, j'ai envie de parler de super-héros, Ouais. de pop culture geek, ce genre de trucs. Évidemment, j'ai envie de parler de musique parce qu'il y a aussi un sujet là-dessus où on se rejoint. Oui. Et puis déjà, ça fait une grosseur de discussion. Déjà, je pense que ça, on aura déjà Ouais. pas le temps de faire beaucoup plus que ça. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Pierre-Yves, ce podcast s'appelle Pop Culture Experience. Ouais. Le but est de parler de ton expérience de la pop culture, D'accord. de la pop culture en général. Donc c'est ce qu'on a commencé un peu à évoquer. D'où ça vient, où ça va, on commence à comprendre un tout petit peu. Et puis voilà, je rencontre des gens à 98% que j'ai rencontrés au cours de cette aventure de sabre laser. D'accord. C'est ça l'intro du truc. Ouais. On a rencontré plein de gens, hyper connus, pas trop connus, moyen connus et tout. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Très bien. Par le biais du podcast. Et parce que c'est vrai, on a rencontré Aventure qui dure toujours. toujours.
Toujours, on pourra en reparler un peu pendant le podcast et pendant le déjeuner, si tu veux. Parce que j'ai la chance d'aller déjeuner avec Pierre-Yves, donc c'est cool. Je suis très content. Non, c'est cool. Je suis content, puis j'aime bien déjeuner. Donc ça tombe bien, j'aime aller au resto. Ouais. Donc c'est ça le but. Ok. Et on voit où ça nous mène. Si on parle pas du tout de cinéma, bah, on parlera d'autres choses. Avec plaisir. Mais c'est ça le but. On s'est rencontrés quand nous, on a démarré notre aventure Sabre Laser. Ouais. Quand tu bossais pour le Comic Con. Exactement. Chez Pop. 2015. Chez Reed. Ouais. Reed Pop, les deux. En 2015, Ouais. exactement. Et 2015. grâce à une personne qu'on a en commun qui s'appelle Lambert, Ouais. qui était commercial à l'époque, Ouais. et qui a cru au projet, il a dit bon bah venez, on va vous rencontrer avec Ouais. Pierre-Yves et tout, et on s'est rencontrés là. Oui. Et vous nous avez accompagnés depuis machin, puis après t'es parti, nous bon, voilà. Et la vie a continué. Exactement. J'ai une première question, Pierre-Yves. Oui. C'est quoi ton super pouvoir? L'adaptabilité. Défini, s'il te plaît. Ouais. Sans te commander. Défini. Non, mais tu vas voir. Définis immédiatement ce mot. Mais du coup, si je définis, je vais parler de moi. Donc Bah oui, parle de toi, c'est pour ça qu'on est là. Ok, très bien. Je pense que la carrière professionnelle, Ouais. c'est être au bon endroit au bon moment, d'abord. Mhm. Bosser, bien sûr, ça va sans dire, et avoir de la chance incroyable. Du coup, tu vas me dire, ouais, ok, c'est quoi le lien avec l'adaptabilité? J'y viens. J'ai quand même commencé ma carrière dans la musique, Mhm. puis après, je suis passé dans les médias, puis après, je suis passé dans l'événementiel, puis après, je suis passé dans le retail, pour revenir dans les médias. Et à chaque fois, j'oublie le web, et à chaque fois, j'ai fait des métiers que je ne connaissais pas. Donc à un moment, quand tu changes à la fois de métier, à la fois de secteur, sur des trucs que tu connais pas, il faut s'adapter. Mhm. Donc je pense que mon super pouvoir, ce qui m'a permis de rebondir à chaque fois, c'est ça. C'est que je suis adaptable. Je sais pas si c'est un vrai super pouvoir, hein, tu me diras, mais en tout cas, je pense que ce serait ça. Ça a l'air d'être ta réponse en tout cas. Ouais, j'ai su, je pense, m'adapter. Quand j'ai pris, du coup, on va démarrer, mais parce que là, on n'a pas commencé, bien sûr. Non. Mais non, bah non. Bah non. Mais en l'occurrence, quand j'ai pris la direction d'une agence web, Mhm. je te parle de ça en 2009. Mhm. Ouais. Je savais pas du tout ce que c'était que le web, je savais pas du tout ce que c'était que l'RP digital. Évidemment, je savais à peu près bosser dessus, mais en l'occurrence, c'était au tout début des réseaux sociaux, Mhm. au tout début de Facebook, de Twitter, et il fallait faire des stratégies à mes clients. Je savais pas du tout ce que j'allais leur proposer, en fait, si tu veux. Donc il a bien fallu que je m'adapte. On m'a donné... C'est une agence de com? Ouais, c'était une agence qui s'appelait Way2Blue. Ah oui, tout. Il y a un truc que tu fais avec ton pied là, non? Non, tapes je tape, merde, sur pardon. quelque chose Je sais pas, et je ça, l'entends. tu l'entends dans le micro, Ouais, je voilà, l'entends, ouais. je fais plus. En fait, Way2Blue, c'était une agence de RP digital et de social media. Ok. Et le boss, je postule, ou je suis chassé, je crois. Mhm. Et je vais à Londres présenter une strat, Mhm. que je savais pas ce que j'allais faire, mais je présente une strat d'un truc. Ouais. Je t'ai dit, ça va passer peut-être. Ça va marcher, Ouais. ça a l'air d'être pas mal ce qu'il Ouais. faut faire, et ça a marché. D'abord parce que j'ai eu le job, et parce qu'en fait, quand j'ai pris Way2Blue, on perdait de l'argent, on était 4, et quand je l'ai quitté pour prendre la direction du Comic-Con 5 ans plus tard, on était 10, et j'avais récupéré en plus le Benelux, et on avait fait x3 partout. Mhm. Mais je savais pas ce que c'était en fait. Ouais. Et quand j'ai pris le Comic-Con, je suis arrivé, je savais pas ce que j'allais faire. J'avais jamais fait d'événements, j'avais jamais fait de salon, Mhm. j'avais jamais fait de trucs comme ça, je ne savais pas de quoi de quoi. Tu vois? De quoi ça s'agit? Viens faire le Comic-Con. Ouais, Viens d'accord. Ok, oui. Oui, je sais ce que c'est que le Comic-Con, mais à part ça, qu'est-ce que Bon, c'est? on te chasse forcément pour des compétences particulières. Hormis l'adaptabilité, il y a forcément un truc que tu fais mieux que les autres, Non. ou en tout cas Non. bien. Non. Juste quoi, t'as une bonne gueule? Non, j'ai la chance d'avoir des super équipes. Ok. Non, Voilà. mais ça suffit pas si on te fait venir toi. Si, parce que... À moins que tu partes avec les équipes. Pas tout le temps. Bah, je sais pas. C'est une bonne question. Faudrait demander à tous les gens qui ont accepté de m'employer. T'as postulé au Comic-Con? On est venu te chercher? En fait, c'est un tout petit peu différent. On avait, à l'époque, quand j'étais chez Way2Blue, Mhm. Reed avait fait un appel d'offres sur la partie RP digital, Mhm. RP online, RP offline et social media. Mhm.
Et en tant qu'agence, on avait gagné le contrat. Ok. Et la boss de l'époque a dû estimer qu'à un moment, le patron de l'époque était pas le bon. Ok. Et donc, elle s'est séparée du patron de l'époque et elle m'a dit, bah, t'as l'air de connaître le métier, t'as l'air de connaître le truc, viens. Voilà. Et je dis, bah, ok. Mhm. Mais je savais pas faire un événement. J'avais jamais fait de salon, je savais pas tu vois, je savais pas quoi. Mhm. J'ai appris le métier sur le tas. Mhm. Voilà. Donc, pourquoi le Comic-Con Enfin, pourquoi ils se sont dit à un moment que potentiellement ça pouvait marcher? Parce que je connaissais le métier du cinéma de mes boulots d'avant. Ouais. Parce que je connaissais les séries télé. Parce que je suis un passionné. Mhm. Alors, je connaissais pas le comics. Et je pense que la communauté du comics me l'a bien fait sentir. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas grave. Pourquoi? Comment? Ouais, Quand tu parles de quoi? Tu parles de qui quand tu parles de communauté comics? Les gens qui y bossent, les gens qui... Genre les fans, les gens qui viennent, tout le monde? la communauté. Ok, c'est Mais- hyper vaste. Bah ouais. La Mais communauté des effectivement, gens. La communauté des gens. Mais je venais pas du sérail du comics, c'est une réalité. Donc effectivement, quand tu t'appelles Comic-Con, la base du truc, c'est quand même le comics, quoi. Donc je peux comprendre, a posteriori, qu'il y ait eu une espèce de crainte que le Comic-Con ne soit pas ce que c'est aux États-Unis. C'est-à-dire, et le point de départ de ce que c'était, c'est-à-dire un événement centré sur le comics. Il faut quand même oublier que, enfin, pas oublier que le Comic-Con, au tout début, je te parle de ça, il y a, quand, avant que San Diego soit créé, Mhm. c'était quand même une réunion de fans qui parlaient de comics, quoi. Mhm. Ils étaient 15 dans une salle et super, on échange les comics et c'est Ouais. comme ça que ça a démarré. Ouais. Donc forcément, quand tu arrives et que toi tu connais quand même pas grand chose, je dois le reconnaître, c'est la réalité, j'y connaissais pas grand chose. Mais t'aimes bien en Batman? comics. Ouais, mais j'aime pas que bien Batman, mais tu vois, je suis très très fan de Daredevil, moi, Ouais. je suis très très fan de Hulk, Mhm. j'adore Superman, mais encore une fois, la réalité c'est que j'ai connu ces personnages-là pas par le comics, j'ai connu ces personnages par les films, par les séries télé, et que forcément, dans la communauté du comics, ça peut choquer, et je le comprends a posteriori. Donc bref, tout ça pour dire, je savais pas ce que c'était qu'un événement, je savais pas ce que c'était que le Comic-Con, je savais aux États-Unis, mais je savais pas comment monter l'événement. Ouais. Donc, mon super pouvoir, parce que c'était question de départ, Ouais. et T'y que- reviens. voilà, Ok. ce serait l'adaptabilité. Toujours. Ouais, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est pas bénéfique aussi d'avoir quelqu'un qui a un peu de recul ou d'objectif, de quelque chose qui est moins dedans pour pouvoir organiser quelque chose de plus j'allais dire déconnecté, pas déconnecté, mais déconnecté de l'émotionnel, quoi. Tu vois, qu'on a en étant très fan des comics, etc. Ouais, l'émotionnel, on l'a forcément. Je peux pas penser, et si j'ai embrassé cette carrière depuis le début de ma carrière professionnelle, je te parle de ça il y a dans un temps, ouais, un temps, il y a forcément de la passion. Et donc, j'étais et je suis passionné de pop culture, passionné de films, passionné de séries, passionné de BD, donc pas comics, mais BD, passionné de musique, passionné de jeux vidéo, passionné. Non, mais donc tu avais de toute façon j'avais une appétence, voilà. Bien sûr, mais pas sur le cœur. Pas sur le comics. Ouais, pas sur le comics que je ne Ok. connaissais pas. Pas à la hauteur de ce que un directeur du Comic-Con. Non, mais donc il n'y avait pas rien. C'était pas illogique non plus, quoi. C'était pas complètement illogique, mais bon. Mais non, j'ai la chance de faire depuis longtemps que je travaille des boulots que j'aime et qui me passionnent. Voilà. D'accord. Alors après, c'est la poule et l'œuf. C'est quand j'ai été à un moment, j'ai fait un pas de côté sur un secteur qui n'était pas exactement le mien. J'étais quand même. Non, bouge pas, c'est moi, je bouge pas. J'étais bouge quand pas. même passionné par ce que je faisais. Donc est-ce que c'est moi, je m'automotive, même si c'est pas le secteur que j'aime, j'en sais rien. En tout cas, j'ai la chance toujours d'avoir travaillé Ouais. par 3 ans dans les secteurs que j'aime. Voilà. Ok, trop cool. Tu disais juste avant, je suis fan de cinéma, de musique, de BD, d'autres choses où t'es pas venu par le comics, Daredevil, machin, etc. Comment t'es venu à... Parce qu'on n'est pas de la même génération. Non, je suis Non. beaucoup plus vieux que toi.
Beaucoup plus, je sais pas. Plus vieux, en tout cas. En tout cas, Ouais. il y a 1 ou 2 vies d'avance, Ouais, quand même. quelques-unes. même. Quelques-unes. Tu peux en augmenter. T'as Ouais. quel âge, Pierre-Yves? J'ai 52. Ouais. Donc, ouais. Ben, en fait, t'es plus vieux que moi, mais mes parents sont plus vieux que toi. Donc, Je suis au milieu. tu pourrais presque pas être mon père. Donc ça va. Mon père, il a 71 ans. Gars. Ah ouais. Ouais, tu vois. Et ma mère, 10 ans de moins, 61. Bon, bref, peu importe. Ton père a 71, tu veux dire que... Mon père, il a 71 ans, ouais. Ouah. Il est vieux. Non, mais... Si, il est vieux. 71, c'est vieux. Non, mais c'est pas ça. Mais je me rends pas compte. Je me rendais pas compte que je l'écoutais quand j'étais aussi jeune. Ouais, tu vois. Comme quoi. Oui, parce que mon père, il faisait de la radio avant. Et il y a longtemps, beaucoup plus longtemps. Il y a Ouais, longtemps. mais je l'écoutais, moi. Je me souviens encore des jingles. Je pourrais te le chanter. Ah, si moi tu aussi. veux. Voilà. Bah oui, mais toi, t'as été bercé dans Ouais. ça. Mais moi, je m'en souviens. Ouais. Et ouais. Tu veux répondre à un message? Pas du tout. Tu Non, regardes ce qui se passe. non. Ouais, je regarde, ça s'allume, je regarde si c'est Jamais. important. Mais S'il y a ton patron qui dit non, on parle pas de ça. Non, t'inquiète. Non, Il y a plein de sujets qu'on n'a pas le droit d'évoquer, donc on les évoquera pas. Par exemple, comment ça se mange, je déconne. Je pas du tout posé de questions, c'est pas du tout le sujet du truc. On pourra revenir sur énergie après, parce Ouais. que c'est ça dont il s'agit. Ouais, parce que j'ai bossé là-bas. Voilà. On a évoqué le sujet à demi-mot au début là, du podcast. Ouais, j'aimerais savoir comment t'es venu à ça, parce qu'il n'y avait pas, quand je parle de sujet de génération Ouais. et d'âge, Ouais. c'est nécessairement parce que nous, on a eu accès plus vite à plus de trucs. Moi, je suis pas né avec les ordis, mais du coup... Mais pas loin. Ouais. Ça, c'est... Enfin, il y en avait, mais je veux dire, on n'a pas été élevé dedans. Moi, je jouais avec des bâtons, tu vois. Je jouais pas du tout avec les téléphones à 10 ans. C'était pas ça du tout. Mais ensuite, c'est arrivé, et donc, du coup, on a été tout de suite... Moi, je suis la génération on a été mis devant la télé et ordinateur après, les jeux et tout le bordel. Donc, ma question, c'est comment... Par quel biais, avec qui, par qui peut-être, c'est souvent quelqu'un qui, dans les personnes que j'ai interviewées en tout cas, qui met un livre entre les mains de l'enfant, ou quelqu'un qui voit un film, machin. Qu'est-ce qui a développé ça? T'as démarré par la musique, Moi, je suis issu d'une famille de musiciens. Ouais. Du côté de ma mère, mon grand-père maternel jouait du violoncelle et était chef d'orchestre de l'orchestre, je crois, à Oran, là où étaient mes parents, mes grands-parents. T'es né à Oran? Non, ma mère est née à Oran. Ok. Ma grand-mère était soprano en truc. Mes oncles et tantes jouent tous de la musique. J'ai un de mes oncles qui est saxolite dans l'orchestre de jazz de Haute-Normandie depuis des années. J'ai un autre qui a produit des albums et tout. Donc je suis né dans la musique. Voilà. La musique, c'est ton truc. C'est le point de départ. Un des gros trucs. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Excellent. Voilà. Et donc, un des premiers souvenirs que j'ai de moi et la musique, c'est mes grands-parents allaient toujours en vacances en Normandie, donc à Blonville, Villers-sur-Mer, et je me souviens... Trop cool, Villers, j'adore. Ouais, bah ouais. Je sais pas si j'avais 6 ou 7 ans, truc comme ça, mais je me souviens d'un soir où tous mes oncles ont été sur la plage à un feu de camp, jouer de la guitare, et je me souviens, moi, y être allé et avoir chanté. Donc, alors, est-ce que c'est un souvenir qu'on m'a raconté? Tu sais, quand t'es petit, tu te fais des souvenirs, puis après, on te les raconte. Bon, bref, en tout cas, ça existe dans ma mémoire. Donc, moi, le point d'entrée, c'est la musique. Mais depuis toujours. Tu chantes? Alors, justement, j'y viens. Parce que ça, évidemment, j'ai fait plein de trucs dans la musique. D'abord, moi, j'étais DJ. J'ai commencé, j'avais 13 ans. T'étais disque jockey. J'étais disque jockey. Avec la chaîne IFI de mes parents que je démontais et que je remontais après. Ouais, bien sûr, bah oui. Quand t'as 13 ans, t'as pas de quoi t'acheter du matos, quoi. Donc, j'adore. Voilà, donc j'enregistrais à la radio sur Énergie, entre autres, les titres, et puis j'avais la platine vinyle, j'avais la platine cassette, et je calais et je passais sur l'ampli de la cassette au vinyle, tu vois. Bon, puis après je me suis acheté une table de mixage, puis après je me suis acheté une SL1200 MK2 de Technics, qui est la platine des DJ. Bon, voilà, donc depuis 13 ans j'étais DJ, et il se trouve que à côté de ça, dans ma bande de potes du collège, on était 5 potes, et il y en a un qui faisait de la radio,
je peux citer son nom, je vais citer son prénom, parce que je suis pas sûr que je ne permettrai pas de citer son nom, mais il s'appelle Julien. Julien avait 2 ans d'avance par rapport à nous. Donc tu vois, quand on Tu était... cites pas son nom de famille parce qu'il est connu? Pas parce que je ne me permettrai pas de d'accord. citer son nom de famille sans lui demander. Ok, tu vois. ok. Je trouve ça... Ok. voilà. Je discute pas, il n'y a pas d'argument particulier. Et Julien, donc, nous, on est entré en 6e, on avait donc 10-11 ans. Lui, il avait 2 ans d'avance déjà. Donc, tu vois, il était plus jeune. Et il faisait en plus de la radio de ses mercredis, ses week-ends et tout. En 6e? Ouais. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Évidemment. Bah oui. Radio locale, et puis après... Où ça? Je veux dire, localement, c'était où? C'était au Havre. On habitait au Havre. Enfin, j'habitais au Havre. Et donc, j'ai démarré avec un des 5. On faisait DJ à 2 au départ. Puis, on allait le mercredi faire de la radio avec lui. Puis, lui, après, dans ses années lycée, il allait à Paris. Il était animateur sur Europe 2, puis RTL2. Puis, enfin, bon, bref. Et là, maintenant, il est dans une radio. Il est... de la diversification dans une grande maison de radio, bref, et le mec, il a fait des super études, il a fait le SCP. Il est toujours animateur? Non, il est toujours DJ. Directeur des programmes? Il est toujours DJ, à ses heures perdues pour se marrer, mais je crois pas qu'il soit encore animateur, je crois plus qu'il fasse de la radio. Bref, donc moi, vraiment, le point d'entrée, c'est la musique. Et puis, et donc pour répondre à ta question de départ, est-ce que j'ai fait de la musique? La réponse est oui. Ouais. Non, je t'ai demandé si tu chantais. Alors, la réponse est oui. Aussi. Aussi. Il y a des gens qui chantent et puis qui jouent pas d'instrument. Ouais. Chanter, c'est faire de la musique aussi, je suis d'accord. Bien sûr. Bah, le premier instrument, c'est la voix quand même. Tout à fait. Donc ouais, j'ai pris des cours de chorale. Jeune, chorale classique. Puis après, j'ai fait une école de jazz en chant. Je prenais des cours. Je suis quand même un très gros flemmard. Donc je n'ai jamais appris à lire la musique. Jamais. Donc j'ai commencé à jouer du saxo, mais donc tout à l'oreille. Puis donc j'ai très vite arrêté, parce qu'il y a un moment où tu es quand même limité, quoi. Ouais. J'en ai fait 2 ans en école de jazz. Ouais. Donc c'était assez facile, parce que j'entends. Donc quand il fallait faire un solo de saxo, je savais ce que je pouvais jouer qui était dans la gamme de ce que je pouvais jouer. Mais il y a un moment où tu es quand même limité, quoi. Ouais, ça devient limité, je suis d'accord. Ça devient limité. Donc je sais à peu près souffler dans un saxo, mais autant te dire que c'était il y a très longtemps. T'as pas d'instrument de musique ici, là? Non, bah, c'est un bureau professionnel, mais ouais, il y a une baguette magique sur le bureau. C'est vrai. Bah oui, mais c'est la maison de Harry Potter ici. Ok. Je sais jouer de l'harmonica. Donc ça, j'ai une palette d'harmonica en différentes tonalités. Et pareil à l'oreille, etc. Ouais, bah oui. On va se faire chier à travailler quand même. Pas déconner. Merde. Dans quel but? Pourquoi? Je comprends pas du tout. Pourquoi pas du tout. Non, en revanche, quand j'ai eu un moment dans ma vie professionnelle du temps et de l'argent, ouais. Ça m'est arrivé. Je me suis mis à la batterie et j'ai découvert que c'était mon instrument. Et donc là... J'ai trop envie de m'y mettre là. C'est très bien. Là, j'ai pris des cours. J'ai appris à lire la musique de la batterie. Le solfège de la batterie. C'est difficile? La batterie? Le solfège de la batterie? Non, c'est pas difficile parce qu'en l'occurrence, les notes sur la partition correspondent à des tomes. Ok. Donc en fait, tu sais qu'à tel endroit, c'est la grosse caisse, à tel endroit, c'est la caisse claire, à tel endroit, c'est les cymbales. Ce qui est le plus difficile, c'est la décoordination. Ouais. Et puis après, c'est la rythmique. C'est très compliqué. Mais j'ai la chance d'avoir un super prof que j'avais rencontré dans la vie d'avant, quand j'étais en maison de disques. C'est que des rencontres, en vrai. Toujours. Ce monsieur s'appelle Renaud Hanson. Donc Renaud Hanson, je pense que tes auditeurs ne connaissent pas Renaud Hanson. Probablement pas. Si vous connaissez, n'hésitez pas à le liker. Dire. Levez la main maintenant. Levez la main. Podcast. Dites-le. Au moment de l'écoute. Voilà. Dites-le. Donc Renaud Hanson, je vais faire sa bio rapide. En fait, c'est un mec qui a été premier prix de conservatoire de batterie, genre à 19 ans. Ouais. Qui a été l'initiateur d'un des premiers groupes de métal en France qui s'appelait Furious Zoo, je crois. Ouais. Et qui surtout a eu une carrière solo. Il a fait dans les années 90 des tubes qui s'appelaient... Il y en a un qui s'appelait Voyeur, qui a été top 3 au top 50. Il a fait C'est du sirop. Puis après, il a fait beaucoup de comédie musicale. Ok.
Starmania, Notre-Dame de Paris, Jimmy, la légende de Jimmy, c'était lui, enfin voilà. Et donc, et il se trouve que quand j'étais chez Universal, dans ma vie de la musique, L'autre vie de musique. une autre vie de la musique encore. On pourrait faire 60 épisodes ouais, avec Pierre-Yves. Ouais, ça fait marrer vraiment. mes équipes, parce qu'ils disent, mais c'est dans quelle vie ça? Ouais, je sais. Il se trouve que j'avais signé un titre de lui et un album, parce que je pensais, en fait, cette chanson s'appelait Lise et l'or, chantée par Pascal Obispo à l'époque, ça aurait été un carton absolu. Chanté par Renaud Hanson, ça ne l'a pas été. Voilà. Mais ce mec connaît la terre entière. Il a fait le Stade de France avec Bigard en première partie où il a chanté. Pierre Palmade lui a écrit des textes sur ses albums. Donc voilà, c'est un super batteur, quoi. Au-delà de ça, c'est un super batteur. Donc j'ai pris des cours de batterie. Et donc tout ça, moi je suis entré par là, on revient à la question de départ, par la musique. Et après la vie professionnelle, en fait. Petit à petit. Ouais, en fait, j'ai fait une école de commerce, je voulais faire un stage, dans mon école j'avais un stage de 6 mois, je voulais le faire dans la musique, j'ai pas réussi, mais je suis entré dans le département vidéo chez Sony Music. Je te parle de ça, t'étais né, ouais, je pense. 87, je suis né. Bah ouais, mais t'avais 5 ans. Voilà. Et donc, à l'époque, quand je suis entré dans le département vidéo de chez Sony Music, ils venaient de sortir l'intégrale de Twin Peaks en VHS, et ils avaient le catalogue ITC, donc je me suis occupé de sortir Amicalement Vôtre, Destination Danger, Le Saint en VHS. On était 2, donc ma boss gérait les acquisitions, et moi, je m'occupais de la fab, du marketing, du pro, de la promo, enfin tout ce qui était possible de faire. À la fin de mon stage, ils m'ont embauché en CDI. J'ai fait le service militaire. Ah ouais. Et à bout de 2 ans, j'étais. Faut revenir là. T'es vieux comme ça. Ouais, je suis vieux comme ça. Vieux comme ça. ça. Je suis vieux comme ça. Ah là là. Et puis à la fin du service. Ça vous place le. Ouais, ça place le tout de truc. suite l'âge. Ouais, je sais. Et puis à la fin du service, le département de vidéo de Sony m'avait remplacé. Mais Sony était obligé de me reprendre. Donc ils m'ont pris. Ils m'ont licencié tout de suite après, ce qui était normal, parce qu'il n'y avait pas de place. Mais j'avais un pote qui bossait chez Sony, que je connaissais bien, dont le frère bossait chez EMI dans la musique, il cherchait quelqu'un. Et puis c'était parti, j'ai travaillé dans la musique. Voilà. Donc j'ai fait 9 mois chez EMI. J'ai été débauché par Polygram à l'époque, avant que ça fusionne avec Universal. Donc je suis parti chez Polygram et je suis resté 8 ans chez Polygram Universal, où j'ai été débauché après chez BMG pour prendre la direction d'un label. Et puis BMG, donc je suis resté 1 an et demi. BMG a fusionné avec Sony. Et puis donc 35% des effectifs dans le cadre d'une fusion sont partis, j'en faisais partie. Et donc je suis resté 1 an et demi au chômage. Et pendant 7 ans et demi, j'ai fait de la batterie. Je me suis mis à la batterie. Trop bien. Voilà. Trop bien. J'ai trop envie de m'y mettre, je sais pas pourquoi. C'est trop bien. Parce que mon père, il voulait que je fasse de la batterie. D'accord. Il est musicien, machin, pareil, il a appris la guitare tout seul, machin, il chante un peu. Ouais, il a sorti des 45, je sais. Ouais. Et... Bah oui, mais faut le dire. Non, mais oui. Oui, il faut le dire, faut assumer. C'était plus facile, je pense, à l'époque de sortir tout ce qu'on voulait. Oui. Enfin, ça dépend, parce que là, il y a d'autres Ouais, maintenant, il y a un truc qui s'appelle les internets qui permettent les internets mondiaux. Et il voulait que je me mette à la batterie. Pour une raison que j'ignore, parce que lui n'en jouait pas tant, mais un peu comme ça. Et j'ai commencé, et puis en fait, finalement, c'est la guitare qui m'a happé. Et le chant. Je chante plus que je ne joue. Enfin, non, ça va avec, quoi, je veux dire, je suis chanteur. Et mais je sais pas, là j'ai envie de m'y remettre. C'est très bien. Parce que pareil, piano, je m'y suis mis un peu, mais loin, tu vois, difficile, la décoordination. J'ai vachement de mal. Le solfège, c'est pas possible. J'ai pas la patience là, à 35 ans, c'est mort. Donc je fais à l'oreille, comme à la guitare, tu vois. Ouais, ton père, hein, 35 plus 17, ça fait 52, ça marche. Hein. Et à 17 ans, tu peux avoir un enfant. Ouais, ça va. Ouais, c'est vrai. Techniquement, je peux être ton père. Oui, techniquement, ouais. Mais même avant, techniquement. Bien sûr. Non, mais tu pourrais, évidemment. Mais c'est bien, cool. La batterie. C'est un défouloir, d'abord. Ouais. Quand même, moi j'allais en cours, mon prof, donc Renaud, m'appelait le bout. Les studios de cours étaient à Saint-Ouen, ancien main d'œuvre. Ouais. Et il m'appelait le boucher de Saint-Ouen, quoi, parce que quand je me mettais à la batterie, je fracassais le truc. J'ai été obligé d'arrêter parce que j'ai une tendinite au pouce, tendinite au coude et tout, parce que j'y vais, quoi, tu vois. T'es un nerveux? Ouais, je suis un grand nerveux, moi. Ouais. Je suis un grand stressé, un grand nerveux. Je suis un insomniaque. Cool. Ouais, super. Un mec normal, quoi. Un mec qui va vivre longtemps, quoi. C'est vraiment, ça. Longtemps. Encore 2 ans, quoi. Enfin, 2-3 ans. Ouais. Bon, jusqu'au prochain boulot. J'espère un peu plus quand même, mais ouais, voilà. Ouais.
Donc voilà. T'as eu un groupe de musique, tu bah, chantes aussi. J'ai arrêté parce que j'ai plus le temps. Ouais. Mais ouais, dans mon école de commerce, j'avais monté un groupe. Avec Renaud, il avait une école de batterie et de chant. Donc évidemment, j'ai pris des cours de chant. Et donc à la fin, il y avait toujours le concert de la fin de l'année de l'école, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai pris des cours, mais c'était plus, je pense, des cours d'interprétation en ce qui me concerne. Il y avait des gens qui apprenaient vraiment à chanter, parce que le chant, ça s'apprend, en tout cas la justesse, ça s'apprend. Ouais, bien sûr. Mais t'apprends aussi, tu veux que je me rapproche du micro? Non, parce non. que je te vois augmenter le gain du micro, donc ça veut dire que je parle pas mais assez non, ça fort. dépend, quand tu bouges, quand tu bouges pas. Non, tu parles assez fort, t'inquiète. Et ouais, c'est plus dans l'interprétation. C'est plus, lui, sa spécialité, c'est les voix mixtes. Donc t'es pas en voix de tête, t'es pas en voix pleine, t'es en voix cassée au milieu du guet. Donc ça, c'est son truc. C'est vraiment sa marque de fabrique. Et donc, c'est comment passer, interpréter ça, passer d'une voix pleine à une voix mixte à une voix de tête. Bon, voilà. Donc, ouais. Ouais. Voilà, après des cours de chant. Ok. Un groupe en musical. Ouais. C'est par là que je suis entré, en fait. Tu parlais d'Obispo tout à l'heure, mais j'avais une anecdote, je crois que c'est J'en ai une, moi aussi. Oupani ou Obispo, ouais, qui était venu, c'est mon père qui m'a raconté ça. Ouais. Qui était venu... Ah ouais, j'ai plus de la gueule? Non, pas du tout, mais je te propose que je vais en reprendre. Merci. Voilà, c'est une espèce de c'est de la drogue. Ouais, c'est de la drogue. Non, c'est de la drogue. Vous savez, dans le milieu de la musique et machin. Non, alors c'est quoi? Il y a un pot de cocaïne juste devant nous, mais, là. Tu crois pas si bien dire, mais je ne fume plus. Je Cool. n'ai jamais bu d'alcool, je ne me suis jamais drogué. Donc autant dire que bosser dans le milieu de la musique... Mais la luxure totale avec des Non. prostituées. Non, je te connais. Non, mais du coup, bosser dans le milieu de la musique dans les années 90, Du coup, ça devait être 2000, difficile. Ouais, difficile non, parce que tout C'était le pas monde ton n'est pas comme ça. C'est juste pas ton truc, tu vois. Mais c'est juste pas mon Et truc. tout le monde n'est pas comme ça, donc aussi. Et c'est ça. Voilà. Mais bon, voilà. Bon, c'est bon ça. Hein. Ouais, c'est bon. Une petite pastille de moins, Ouais, ça. ouais. De drogue. Donc Obispo, Pani, Ouais, non, et je crois qu'il y a un des deux. Je crois que c'est Pani qui vient chez. Non, je crois. Bon, l'un des deux. J'ai un doute, mais j'ai sur l'anecdote et qui vient chez Énergie présenter une maquette. Et je crois que c'est mon con de père qui dit oh, non, ça marchera jamais. Mais un truc comme ça. Je crois que c'est lui. Tu veux que je te raconte des anecdotes comme ça parce que carrément, plein. Je crois, hein. Une sur Obispo. Peut-être je me trompe. Peut-être c'est un autre. Peut-être c'était le gars, le patron de l'époque et tout. Là, une sur Obispo. J'en ai une sur Obispo, une sur André Rieu. Ok, vas-y. Deux genres différents. Ok, vas-y. J'étais donc chez Sony à l'époque. Je te parle de ça, pareil, 92-93. Donc je venais d'être embauché. Ouais. Je m'entends très bien avec le mec qui s'appelle Jacques-Olivier Bronner qui bossait chez Epic et qui gère un nouvel artiste. Et un jour, on s'entend bien, il me dit tiens, viens, on vient de signer un nouvel artiste, tout ça. Et il me fait écouter Plus que tout au monde, qui était donc le premier single du premier album de Pascal Obispo en solo. Et je lui dis putain, mais laisse tomber, le mec il a une voix à la Michel Polnareff, ça ne marchera jamais, quoi. Je n'y crois pas, quoi. Bon, tu vois. Trop fort. Voilà. Je voulais te demander. Visionnaire. Et la blague, c'est qu'après, j'ai bossé avec Pascal Obispo. Trop bien. Puisqu'en fait, quand je dirigeais Way to Blue, l'agence digitale, on s'est occupé de Adam et Ève sur toute la partie réseaux sociaux et RP digital. Je lui ai jamais dit à Pascal. Donc si Pascal, tu entends ce podcast, trop cool. Je suis désolé, je me suis planté et en plus, je crois que j'ai assisté à tous tes concerts. J'adore ta musique, donc tu vois, je fais amende honorable. On a failli pas découvrir Pascal Obispo. Non, à cause de toi. Non. Et dans le même genre. Alors j'en ai deux, je suis désolé. Un découvreur de talent, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'en ai découvert quand même. André Rieu. T'as découvert André Rieu? Non. André Rieu était dans la maison Universal, ça cartonnait en Allemagne, aux Pays-Bas. Et ça arrive dans le label dans lequel j'étais directeur marketing à l'époque, qui est un label qui s'appelait ULM, qui était dirigé par Olivier Nuss, qui est maintenant le patron de Polygram, de Universal Music. Et franchement, ULM était à l'époque une cellule où on faisait du développement d'artistes, mais c'était plutôt du special marketing. Donc c'est-à-dire plutôt des coups, plutôt des copros avec des chaînes télé, tu vois, on n'était pas sur une vraie carrière d'artiste. Ce qui a été après le cas quand on a fait Kenny Williams, quand on a fait Martin Solveig, signer, donc développer, travailler les artistes, on n'était plus sur du développement. Mais au tout début, c'était plutôt du coup. C'était le We Will Rock You, la musique de la pub Evian, tu vois, où c'était plutôt du coup marketing, quoi. Ouais. Et donc, on se dit, putain, André Rieu, Pascal Nègre, qui était le patron à l'époque, nous dit, c'est pour vous, développez-le. Et puis,
On essaye, on va voir Jacques Martin à l'époque. Il y avait à l'époque encore Dimanche Martin. On se dit, il faut faire une copro avec France Télévisions. Puis on y T'es arrive vieux pas. comme ça. Ouais, je suis vieux comme ça aussi. Toujours, Ouais, toujours. ouais, Toujours. Ouais, je sais. Et puis on se dit, il faut faire une copro avec France Télé. Et puis on n'y arrive pas. Et on n'arrive pas à développer André Rieu. On ne sait pas par quel bout le prendre. Ça arrive. Et à l'inverse, le département classique, c'était partout ailleurs au classique et frappe à la porte et dit putain, mais pourquoi c'est au special marketing? Ça devrait être chez nous. Ouais. Nous, Olivier et moi, on se dit bon, vas-y, on n'y arrive pas, c'est pas grave, on le rend quoi. Ouais. Bon, autant te dire qu'on l'a rendu. Et après, le département classique, on a fait un énorme succès en France. On avait un peu les boules, mais il faut aller à un concert d'André Rieu, c'est génial. J'y suis allé, c'est absolument incroyable quoi. C'était à l'Accor Arena, donc anciennement Bercy. C'était redécoré comme un palais à Vienne avec des lustres au plafond, les gens dansent la valse. Tu te marres, c'est incroyable. C'est une expérience. Ouais, c'est une expérience. C'est trop bien, j'aime trop les trucs comme ça. Trop cool. Il y a des milliers d'anecdotes. C'est vraiment marrant. La Russo que je voulais signer, mon patron de l'époque, que je ne nommerai pas parce que le patron d'une grande maison de disques maintenant m'a dit bah non, laisse tomber, ça marchera jamais. Bah voilà. Et quand je lui ai redit après, dis donc, t'as refusé que je signe La Russo, tu m'oublieras. Il m'a dit ah mais t'as pas insisté assez. Ah, ok. Voilà. Non, j'en ai plein. Hein. Obispo. Du coup, je voulais t'envoyer pour écouter mon EP que je viens de terminer, mais je vais pas le faire. Parce qu'on sait jamais, tu vas peut-être dire non. Et si tu dis non, je vais dire bon, ça veut dire que c'est bien. Bah, ça veut dire que c'est bien. Ah ouais, au contraire. Non, mais tout patron de maison de disques, tout mec qui a un moment. Un milliard de trucs sur les bureaux en plus. Ouais, et tout mec qui a un moment la décision finale est passée à côté d'un truc. Forcément. On peut pas, pas en être autrement. Il y a des gens qui font jamais carrière, ils pourraient. C'est impossible. C'est impossible. Évidemment. Juste avant de te poser une autre question, tu me parles de Kenny Williams. Parce qu'il y a un grand tableau là avec un disque d'or là. Et il y a écrit Kenny Williams dessus. Et il y a des dessins de Kenny Williams dessus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Kenny Williams? Comment ça s'est passé plutôt ça? Il y avait à l'époque, quand j'étais chez ULM, un directeur artistique qui s'appelle Alain Yami, qui vient de partir à la retraite de chez Universal, mais c'était le DA, après ça a été le DA de Kenji Girac, entre autres. Donc, le mec qui a une culture musicale incroyable. Je l'avais au départ dans mon équipe en tant que... Mais c'est un con. Non, pas du tout. Je l'avais... Non, pas du tout. Ce serait vraiment... Ouais, carrément, c'est vraiment un con. T'imagines le truc... Non, c'est vraiment... Non, je l'avais au départ dans mon équipe marketing pour faire des compiles. C'était pas son truc quoi. Et Olivier, qui était mon patron à l'époque, a eu l'intelligence de le prendre du special marketing et de le mettre au service artistique. Et ça a été la meilleure idée à la fois pour Alain qui s'est éclaté et à la fois pour le label parce qu'on a pu développer des trucs. Bref, je sais pas comment ça vient. Je pense que Alain devait connaître la manageuse ou peut-être avait des contacts avec Kenny en direct. Il avait fait Saturday chez Edel, son premier titre. Il était signé chez Edel en Allemagne. Puis ils ont dû lui rendre son contrat. Je sais pas comment il atterrit chez nous. Bref, on signe Kenny Williams. Et Alain prend le truc en main avec Olivier et lui fait un album, une espèce de soul 70s avec sa grosse voix à la Barry White là. Et donc fait dans l'album il y a le titre Baby Please Come Back to Me et ça a cartonné quoi. Et donc c'est quand même des expériences incroyables de vie quand tu as la chance de travailler avec des artistes, quand tu as la chance que ça fonctionne, parce qu'il y a aussi des artistes que tu signes qui ne fonctionnent pas et c'est plus compliqué à gérer, mais ça fait partie du truc. Mais c'est des moments incroyables de vie, franchement. C'est génial. Et j'ai eu la chance de travailler sur donc Kenny Williams, sur et avec Kenny Williams, Tarkan. Ah, trop bien, Tarkan. Ah ouais. Le retour de Chantal Goya avec l'album de remix, Gilbert Montagnier, tu vois, des artistes tout aussi variés, mais qui sont attachants. Alors, ils ont tous des galères d'artistes, et quand tu bosses avec eux, c'est compliqué, toujours, parfois, tout, mais c'est un bonheur, quoi. Tu vis leur stress, tu partages avec eux leurs doutes, surtout quand ça marche pas. Évidemment. Mais tu as ce plaisir-là, de te dire, quand ça marche, putain, quand même, tu y as participé. Moi, tu n'es qu'un maillon de la chaîne. Et moi,
les gens du marketing qui disent bah, j'ai fait cet artiste, je pense qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien fait, ils ont que participé à. Mais quand ça marche, t'es content de te dire bah ouais, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice. C'est cool. Ouais, t'as accompagné le truc et machin. Cool. De toute façon, c'est un enchaînement de, c'est cool. de forces qui se mettent ensemble, de synergie et qui font que tout d'un coup, c'était bien un peu de bol de temps en temps aussi. Quand j'ai quitté Universal en 2004, Olivier Nuss à l'époque venait de participer et d'être jury de la Nouvelle Star. Ouais. Et donc j'ai participé au lancement et à la sortie des Link Up dans lequel il y avait Matt Pokora. Trop marrant. Voilà. Trop marrant. Donc ouais, j'ai fait des trucs rigolos dans ma vie, mais j'ai pas fait que ça. Mais dans la musique, j'ai fait des trucs rigolos, ouais, vraiment. Vraiment, je me suis bien marré. Pas mal de trucs rigolos. Il y a pas mal de trucs cool quand même. J'imagine qu'il y a des trucs durs et chiants, comme tout le monde. Bah, quand tu te fais virer au bout de 15 ans dans la musique, c'est marrant, c'était ma prochaine question. J'allais dire pourquoi t'as arrêté. Bah parce que tu te fais virer. Parce que Sony et BMG ont fusionné, parce qu'il y a eu 35% des effectifs qui sont partis, et que j'en ai fait partie. Tout simplement. Voilà. C'est pas grave, c'est la vie. Et je remercie maintenant mon patron de l'époque, et je lui ai dit après quand je l'ai revu, Christophe Laménière, de m'avoir viré. Parce que je suis sorti de là, j'avais 35 ans, donc j'étais encore jeune. J'avais une expérience forte dans le métier de la musique et dans divers créneaux, le marketing, la gestion d'une business unit, parce que j'étais patron de label, donc j'ai quand même géré 25 personnes, si tu veux, et un chiffre d'affaires de 42 millions d'euros. Donc il y avait quand même petit exercice, quoi. J'étais encore jeune, j'étais cher, mais bon, à la limite, je pouvais encore diminuer mon salaire. Ouais. Ce que j'ai fait, j'ai dû diviser par 2 mon salaire pour retrouver un boulot. Donc ouais, je l'ai remercié après. Sur le moment, tu te dis putain, mais en fait, pourquoi tu me vires, ça n'a pas de sens. Et puis 1 an et demi après, quand j'ai fait autre chose, quand j'ai atterri chez Énergie, quand j'ai pris la direction du Comic-Con, quand j'ai dirigé Way to Blue pendant 5 ans, et là maintenant, je le remercie parce que sans le fait d'avoir été viré, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait après. Et du coup, je serais pas là à te parler aujourd'hui. C'est toujours la suite. Il y a toujours une suite après, quoi. C'est un truc qui se termine, il y a autre chose qui démarre. Et c'est pas important que tu envoies ce petit podcast à notre ami commun pour qu'il puisse l'écouter et qu'il entende ça. Mais j'espère qu'il va écouter, mais les gens en dépression, c'est toujours sans citer, c'est pas très intéressant, mais c'est toujours hyper complexe, quoi. Ah ouais. C'est jamais été, je peux pas te dire, mais c'est une vraie maladie, quoi. Ouais. Bon. Juste après, t'as atterri chez Énergie. Ouais. Juste après. Ouais, juste 1 an et demi après. 1 an et demi après. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu faisais chez Énergie ? Alors, c'était rigolo. Parce qu'on en a parlé au début, on y vient quand même. Parce que j'ai été embauché en tant que directeur adjoint de la communication. Énergie. Alors, j'étais... Sur la radio Énergie. Parce qu'il y a le groupe, mais... Le groupe. Ah. J'étais directeur adjoint de la communication du groupe. Donc, je m'occupais évidemment de la radio. Je m'occupais aussi du web, de la télé et du mobile. À l'époque, il y avait encore Énergie Mobile. Non, mais que de la marque Énergie, c'est ça que je veux dire. Oui, parce que dans le groupe Énergie, il n'y a pas que la marque Énergie. Non, que de la marque Énergie. Ok. Et en fait, j'ai été embauché par 2 personnes. Donc, le directeur de la com, qui s'appelait Emmanuel Jair, et le célèbre Roberto Suerlo, directeur de la marque et de la programmation, qui, quand je suis arrivé, ont tous les 2 démissionné. Parce que t'es arrivé ? Alors, pas parce que je suis arrivé, j'espère pas, mais en tout cas... Ah non, il y a... putain, il y a Thierry. Non, c'est eux qui m'ont embauché, donc j'espère que non. Non, mais en revanche, Emmanuel, quand il m'a embauché, que je suis arrivé et qu'il m'a dit j'ai démissionné avant que tu arrives, 3 jours avant, je dis mais pourquoi ? Il m'a dit en fait parce que je savais que tu pouvais gérer le truc même si j'étais pas là. Okay. Donc super. T'as pris son poste ? Alors non, parce qu'ils n'ont pas voulu me filer le poste de directeur de la communication. Mais en revanche, j'étais adjoint de personne. Donc du coup, super. De fait, j'avais le poste. C'est toi qui c'est ça. Le rôle. Mais j'avais pas le titre, j'avais pas le salaire, mais j'avais le job. Ouais, c'était sportif. C'est rigolo de bosser dans le groupe Énergie. Surtout quand t'es pas complètement d'accord toujours avec les gens qui sont là et les stratégies qui sont en place et que tu le dis. Donc forcément, il y a un moment où tu restes pas très longtemps. Donc je suis pas resté très longtemps. C'est pour ça en fait que tu fais plein de boulot. C'est parce que tu dis toujours quand ça va pas, les gens sont pas contents. J'ai du mal à être très politique. Non mais de toute façon à un moment il faut que ça avance. Je suis d'accord. En fait, l'énergie c'est difficile. Enfin, moi j'ai fait un stage. Attention, il n'y a pas beaucoup de responsabilités. De 6 mois chez Énergie. Alors pour le coup grâce à mon père.
Ouais. J'ai des pistons, tu vois, faut s'en servir. Bah ouais. Et c'était l'enfer. Franchement, c'est l'enfer. Non, c'est une super boîte. Non, mais c'est une super boîte, mais je veux dire, c'est difficile. Faut se faire sa place, un peu comme partout, mais faut se faire sa place. Et en effet, tu peux pas trop. Mais il y a plein de milieux, mais moins maintenant, de mon point de vue, hein, où tu peux pas donner ton avis, quoi. Faut vraiment fais ce qu'on te dit. Alors, ça dépend des milieux, ça dépend des personnes qui sont à la. Oui, il est midi, nous sommes ouais, le premier mercredi du mois. Donc, il y a la sonnerie. Parfait. Voilà, c'est. Ça dépend des milieux, d'abord, vraiment. Ça dépend des patrons. Aussi. Ça dépend de l'époque. Certes. Parce que l'époque d'il y a 20 ans, puisque j'étais chez Énergie, je suis arrivé, peut-être pas 20 ans, mais je suis arrivé en 2007, donc il y a 15 ans. C'est plus du tout la même époque maintenant. Il y a le MeToo qui est passé par là, il y a toutes les histoires de harcèlement qui sont passées par là, avec la parole qui s'est libérée. Il y a le télétravail et le Covid qui est passé par là. Donc il y a aussi une liberté, pas dans la parole, mais aussi dans les actions. Les patrons, les N+1, ou les boss, n'avaient plus sous la main leurs équipes H24, et donc les gens étaient aussi obligés, au moment du Covid et du télétravail, d'avancer. Je sais bien. Donc, je garde pas un très bon souvenir. Comment elle s'appelait, ma Stéphanie? Bon, j'étais chez Event. D'accord. Berton? Ouais. Non. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être bien. Une blonde. Ouais, rousse. Enfin, blond vénitien, bon, les yeux bleus. Non, mais elle était cool, mais elle était rude, quoi. Ouais, Stéphanie, elle est rude, mais c'est une grande professionnelle de l'Event. Je crois que c'était elle. Ouais. Elle était juste, mais très exigeante. Ouais, mais et très quand grande tu démarres et qui était stagiaire et tout. Bon, après, si je fais pas ce stage-là, je fais pas ce que je fais aujourd'hui. Eh ben voilà. J'ai été à l'école vraiment rude de l'événementiel. Ouais, je fais que peu importe. Mais c'est pour le coup, elle gère l'event chez Énergie de main de maître. Hein. Elle est dure. Elle est toujours. Ouais. Bon, mais c'était très formateur. Hein. J'ai appris un milliard de trucs. Ouais. Un milliard de trucs. Bref. Donc voilà, j'arrive chez Énergie. J'y reste 1 an et demi. Quand je pars de Énergie, tu restes qu'1 an et demi. Ouais, et je fais plusieurs jobs entre temps. Que je reste 6 mois à la com. J'ai ouvert un peu ma gueule, donc je suis replacé ailleurs. Je suis replacé à la tête du label et des éditions et des licences. Donc chez Energy Entertainment. Là où quand tu ouvres ta gueule, c'est moins grave? Là où quand tu ouvres ta gueule, c'est un peu moins grave. Puis ça se voit moins. Et puis t'es pas en direct avec le boss. Donc, voilà. Mais franchement, j'en garde une super expérience. Ouais. J'ai des potes j'ai gardé des potes, des contacts de gens que je me suis fait là-bas, quoi. Et j'atterris dans une filiale d'une très grosse agence événementielle qui s'appelle Ubi Bene, qui est une très grosse agence sur le marché, qui est l'agence de Ikea, qui est l'agence de Nike, qui a été peut-être l'agence de Nike, qui est l'agence de Paris 2024 en ce moment. Et le patron à l'époque est un visionnaire, c'est un mec qui s'appelle Thierry Roboul. Et il monte à l'époque, donc je te parle de ça 2009, enfin 2008 en l'occurrence, une agence de crowdfunding. Mais à l'époque, si tu veux, le crowdfunding, personne ne sait ce que c'est, quoi. Et donc forcément, ça marche pas. Hyper nébuleux comme sujet. Et donc, au bout de 11 mois, je suis sorti. Mais ça tombe bien, parce qu'en fait, j'étais démarché et j'étais en train d'être chassé pour prendre la direction de Way to Blue en France. Voilà. Et donc, septembre 2009, je prends la direction de Way to Blue avec mon patron qui me dit, qui est devenu un pote depuis, et quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, qui me dit, écoute, voilà, le principe de Way to Blue, c'est qu'on développe les filiales de Londres, du siège social. Quand il y a assez de chiffre d'affaires, on délocalise les gens. Parce qu'en fait, ils embauchent des Français à Londres, ils les redélocalisent quand il y a assez de chiffre d'affaires, et ils ouvrent la filiale sur le territoire. Et il me dit, donc, on a fait ça. On a développé le bureau français de Londres pendant 1 an. On a ouvert en juin, mais on perd de l'argent à plus savoir qu'en faire. Donc là, on est le 18 septembre. Soit on gagne de l'argent en décembre, soit je ferme le bureau. Super. Ok. Pas de pression. Bah non. Non, zéro pression. Bah, c'est pas de la pression. Challenge. C'est pas un challenge, c'est juste la réalité du business, quoi. Voilà. Ok. Bah super, bonne journée. Et très merci. Bien. On arrête là-dessus. Non, ok. Voilà. Ok. Et donc, évidemment, ça a marché. Et donc, pourquoi? Et là, parce que d'abord, j'avais une super équipe, quand même, faut le dire. Et aussi, parce que je crois que dans ma vie professionnelle, quels qu'aient été mes boulots, justement, j'étais pas politique. Donc, je disais les choses.
quand je faisais des promesses, je tenais ma parole. Mhm. Et j'appliquais le précepte de je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et donc, quand je suis arrivé chez Way to Blue et que j'ai rappelé mes anciens gens avec lesquels j'avais travaillé, tu vois, mes contacts dans le milieu du cinéma, parce que Way to Blue était spécialisé cinéma et au départ et home entertainment, donc DVD Blu-ray, en disant les gars... Ça a bien marché le Blu-ray. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Ouais, parce que ça n'a pas marché. Le Blu-ray? Ouais. Qui regarde, mais de toute façon, il n'y a même plus de DVD. Bon, écoute, j'ai encore une collection de 400 Non, mais Blu-ray. qu'on ait une collection, je ne dis pas que tu les regardes. Alors, mais bon, il y a le vinyle sur le retour. Tout le monde maintenant achète une platine, machin. Tu sais pas quand ça va revenir. Tu sais pas. J'ai même envisagé, mais je vois qu'il y a des gens qui se reprennent des Walkman. Sony, Sony, peu importe. Non, Walkman cassette. Walkman, pas Discman. Ah ouais, d'accord, ok. Cassette, qu'on réédite des cassettes, des machins. Ah la vache. Et j'ai même envisagé dans l'édition de mon EP, la sortie machin, sur un crowdfunding et tout, de faire un truc un peu à l'ancienne, avec les titres derrière et tout. Je trouve ça hyper stylé. Ah ouais. Une espèce de revival, tu vois, Bon, bref, peu importe. Non, mais ouais. Écoute, j'ai une collection de Blu-ray et je me suis acheté un lecteur Blu-ray 4K et donc j'ai une collection de Blu-ray 4K. Bravo. Voilà. Sur une télé cathodique. Ouais, pas du tout la même époque, ça ne va pas du tout. Non, en noir et blanc, sans télécommande. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'une télé cathodique. Donc, où on change les chaînes au poste. Voilà, directement. Ouais, tout ça pour dire quoi? Je racontais quoi comme connerie? Tu parlais de Way to Blue. Une super équipe. Et donc quand j'ai rappelé les gens que je connaissais du milieu du cinéma et du DVD et de dire les gars, je viens de prendre un job, on fait des trucs que personne d'autre sait faire, faites-moi confiance. En fait, les gens m'ont fait confiance. Et voilà. Et ça a apporté ses fruits. Et en fait, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu cette chance-là. Je sais pas si c'est une chance ou pas. Mais en l'occurrence, quand je rappelais les gens avec qui j'avais bossé et que je disais faites-moi confiance, les gens me faisaient confiance. Quand je suis arrivé sur Cannes Série, ou quand j'ai pris le poste au Comic-Con et que j'ai dit dans le cinéma, les gens, bonjour, j'arrive au Comic-Con, faites-moi confiance, voilà ce qu'on va faire, ça va marcher. Les gens m'ont fait confiance et ça a marché. C'est vrai que là, on n'a pas beaucoup travaillé ensemble, mais un petit peu. Enfin, quand nous on a démarré, en tout cas, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et je t'ai fait chier, j'étais un con à cette époque-là, hein, donc j'étais pas toujours agréable. Pourquoi? Je le sais. À quel sujet? Qu'est-ce que t'as en souvenir là? Parce que moi pas du tout. Ah bah super. Non mais vas-y, balance. Très bien. Parce que je disais pas oui à tout ce que vous demandiez, parce que... ça sera trop facile. Ah bah ouais, mais bon. Ok. Voilà. Okay. Et donc je pense que parfois j'ai dû dire non à des trucs que vous demandiez et que ça n'a pas dû forcément... Genre quoi? J'en sais rien. Pas d'exemple? Non. Des espaces, des slots de créneaux dans des salles, des trucs sur Comic-Con. Bah écoute... En même temps, si t'as pas ce souvenir-là, tant mieux. Ça veut dire que non, mais pas le cas. je sais ce que j'ai pas eu, mais je sais ce que j'ai eu aussi. Bon, et je sais que là où je voulais en venir par rapport à mon expérience de boulot avec toi, qui a été succincte, mais succincte, ça fait 3 ans. Quand même 3 ans. J'ai fait 3 versions. Ouais, t'as fait le dernier aussi? Non, j'en ai fait que 3. Après, 1, 2, 3, 4. Il y en a eu 4. Ouais, c'est ça, on a fait les 4. Ouais. On a fait les 4. Il y en a eu 5 en vrai. Je crois qu'il y a eu 5 Comic-Con. Nous, on a fait toutes celles à la halle de la Villette. Ça, c'est une certitude. C'est tout alors. Après, avant c'était avec le Japan Expo. Non, mais on parle du vrai Comic-Con. on parle pas de... Ah bah, j'ai fait les 5 alors. Alors, ok, bah oui. Ouais. Bon, j'ai fait les 3 avec toi et les 2 avec Lorenza et machin. Je sais pas. Lucille et machin. Ouais, tout à fait. Lucille, elle doit venir sur le podcast aussi. Mais elle ne me donne pas de date. Elle m'a ghosté. Elle m'a dit désolé de t'avoir ghosté. Et elle me répond pas. Non, parce que c'est cool, ça serait cool aussi d'avoir son retour là-dessus, parce qu'elle bossait dur. Ouais. Et quand tu disais que tu faisais un truc, c'est vrai que du coup on l'avait. Enfin, je veux dire, il y avait pas de. Si c'était oui et c'était réglé, tu vois, il y avait pas de. Mais en fait, on a eu plein de trucs. On a dû payer cher. Oh, Calimero. Si au Calimero, on était une asso, machin, et maintenant les assos elles sont invitées, machin, parfois même on les paye pour venir, et moi j'ai toujours dû payer mon stand. Mais pas de montant. Non, pas du tout. Pas du tout. On a toujours payé. Sauf que quand tu payes, après, ça t'ouvre aussi d'autres trucs. Aussi, par exemple, au Comic-Con, même de ton temps, on avait un stand hybride. Ouais. Ça a été accepté. Ouais. Ce qui a fait une partie de notre succès. Ouais, parce qu'il y avait de la bière. Parce qu'il y avait de la bière, notamment. Ouais. Après, on a fait du café, des trucs de machin. On vendait. On avait un stand un peu hybride entre les bières laser, les machins, un truc un peu expérientiel, etc. Tout à fait. Et du coup, ça a cartonné, quoi. Bah ouais. C'est ça, donc...
Et tout ça a été, tu vois, soumis à un machin. Il devait y avoir une redevance. Mais du coup, comme on était bassin, c'était une toute petite redevance. Bref, on a fait des dizaines de milliers. Peu importe. Mais tant mieux. C'était vachement bien. Donc il y avait un truc hybride. On a eu une salle à un moment, la salle de... pour faire la finale, la salle de... Pour faire le tournoi, machin, la masterclass sabre laser. Ouais. Où on a fait un cours plus des combats, machin. Non, tu vois, ça, on a bien démarré, quoi. Écoute, je pars du principe, encore une fois, que tu peux pas maintenir une relation avec des gens si tu leur mens ou si tu leur dis un truc et tu fais tout le contraire. Ça ne marche pas. Et en l'occurrence, tu veux durer dans le métier, c'est pas possible. Impossible. Donc, je me suis toujours impliqué ça, mais aussi parce que j'ai eu la chance de côtoyer, quand je suis arrivé dans le disque, des vieux de la vieille du disque qui ne fonctionnaient qu'à la parole. Je me souviens d'un mec que j'ai adoré, qui est décédé depuis. C'est là où tu te dis que vraiment, soit je suis très vieux, soit il était très vieux au début. C'est vieux comme ça. Voilà. C'est un monsieur qui s'appelait Max Enfoux, qui était éditeur et producteur, et on a travaillé ensemble parce qu'il avait Clarica, qui est une artiste française, qui était signée sur le label. Et Max, quand j'ai commencé à travailler avec lui, tu vois, il avait déjà, à mon avis, 55-60 de la bouteille et tout, mais le mec disait blanc. Alors, soit il te disait, tout compte fait, je vais faire noir, mais il te disait, je vais faire noir, oui, ou il faisait blanc, mais il te le fait pas à l'envers de je te fais blanc, et en fait, dans ton dos, je fais noir, il te dit, je change d'avis. Et en fait, ça m'a vachement marqué, parce que, et aussi dans le milieu des compiles, parce que moi, j'ai commencé en faisant des compiles multi-artistes, les top machins, les hit trucs, hit volume, voilà, les numéros 1 trucs, et en fait, il y a un moment, quand tu donnes ta parole à un mec en face en disant, je vais te donner le titre, et que lui il te donne sa parole et qu'on se tape dans la main, bah c'est important de respecter ça, parce que tu travailles sur le long terme avec les mêmes gens, avec les maisons de disques autres. Tu te dis, je te file, je dis n'importe quoi, Extrême, More Than the Words, qui était ton catalogue universel. Je sais pas pourquoi j'ai ça, parce que je pense à numéro 1 slow, qui est une compile que j'ai faite, et quand en face j'avais besoin d'un slow hyper pour mettre dans la compile, en fait le mec, je lui disais, je te donne Extrême pour ta compile de rock FM que tu fais, mais j'ai besoin de ce titre-là, et s'il me le disait, je te le donne, t'inquiète pas, je t'envoie le fax, moi je le mettais sur le master, quoi. T'es vieux comme ça. Hein ? T'es vieux comme ça, je t'envoie le fax. Ouais, ouais, grave, mais grave. Tu peux pas savoir, J'ai vécu le fax, moi. Mon premier ordinateur, c'était un Mac avec les disquettes. Arrête, t'es chiant. Je mets toujours dans mes titres de podcast 3 trucs. Il est vieux comme ça. Que je ressors. Et moi, je vais mettre. Il est vieux je comme vais ça. mettre Obispo, fax et un autre truc. Ah bah ouais, et Batman. Je suis vieux comme ça. T'es vieux comme ça. T'es vieux du fax. Bah ouais, et 50 ans, mec. Tu sais que ça marche encore. Les gens s'envoient des fax, des machins. Non. Si, mais bien sûr que si. Moi, j'ai bossé dans des sur mes premiers boulots. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, mais 2011. Ouais. Ah bah oui, 2011, il y avait encore du fax, ouais. Ouais, et bah jusqu'à 2015-2020, les gens utilisaient encore le fax pour envoyer des trucs en particulier. Mais parce qu'il y a aussi eu un truc de l'email n'est pas une preuve juridique. Certes. Il fallait un papier. Ouais. Donc il y a eu tout un temps où on communiquait par email, mais après il fallait confirmer par fax, signer, parce que... Mais c'est toujours pas le cas l'email, hein. Maintenant il faut des trucs, des DocuSign et des machins. Ouais, pour que ça soit signé, globalement quand même, si tu as un échange de mails, si tu as un thread, tu vois, d'email, d'échange et tout, certes. Le mec te dit ça, c'est pas le cas, oui, tu peux toujours lui dire, écoute, tu vois, ça fait 15 jours qu'on échange, on a échangé 20 mails, des trucs de tu peux me dire que non, mais quand même, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais donc oui. Donc ouais, je suis vieux comme le fax, ouais. Donc tout ça pour dire, je pars du principe que dans le métier, la parole donnée est hyper importante. Je suis hyper d'accord. Et ça m'a servi dans le job, en fait, dans tous mes métiers. Et parce que quand je disais blanc, je faisais blanc, et que je le faisais, vraiment. Ou alors, si je pouvais pas le faire, je le disais aussi. Un des trucs, le pire, mais tu me dis quand il faut arrêter, hein, parce que... On est bien là. Un des trucs, le pire, je crois... Quand j'étais chez Way to Blue, il fallait évidemment shooter du client et signer. Donc, mes équipes étaient plutôt dans l'opérationnel et moi, je démarchais. Et je me souviens, un mec qui est devenu un pote après, qui s'appelle Thomas Thévenin, donc je donne son nom. De la famille Thévenin. La famille très connu du cinéma, ouais. Mais c'est pas lui. Il n'en fait pas partie, c'est pas les frères. Okay. Mais effectivement, il a le même nom. Thomas était directeur du digital chez Pathé à l'époque, Pathé Film. Et on avait quasiment tous les clients américains, mais on n'avait pas très peu de français. Donc on avait à un moment, on a eu UGC, et puis il fallait quand même qu'on shoote du français, parce que le line-up français, c'est aussi ça qui te fait bouffer. Tu vois, les Américains, t'es un peu dépendant, quoi. Ouais.
Et donc, je fais la danse du ventre à Thomas pour qu'il nous file des films, ah, non, je veux pas, j'y crois pas, machin. Et un jour, Thomas m'appelle, me dit, écoute, ok, on va tester. Euh, je voudrais que tu viennes voir ce film-là et qu'on en parle après. Et donc, si ma mémoire est bonne, c'était le film de Olivier Barou qui s'appelle L'Italien, avec Cadmerade, où il joue un vendeur de voitures italien, mais en fait, il cache sa rebeuitude, le fait qu'il vient du Maghreb, etc., etc. Bref. Et donc, on voit le film, et Thomas me file un brief qui est pas du tout ce que l'on veut faire nous. Et quand même, ça faisait 6 mois que je le pistais, tu vois, genre, je l'appelais pas toutes les semaines, mais pas loin, alors, quand est-ce que tu me files un film et tout. Et donc, il me donne le brief, on rentre au bureau, on fait un brainstorming avec l'équipe, et puis on s'aperçoit que le brief, c'est pas du tout le bon. Et donc, je le rappelle, et je dis, écoute Thomas, je suis désolé, mais en fait, le brief que tu me donnes, si tu veux qu'on fasse ça, bah, on va pas le faire. Ok. Soit on fait ça, et nous on pense... Qu'on fasse ça. Bon, finalement, on va pas le faire. Voilà. Non, mais t'emmerdes pas. Exactement. Soit nous on pense que la bonne stratégie pour promouvoir le film, c'est ça, mais si tu veux vraiment qu'on aille par là et qu'on fasse ça, bah je suis désolé, mais ton film, je le fais pas. Bon, autant te dire que il a encaissé, il a très bien réagi, il dit ok, je comprends, très bien. Bon, après j'ai recouru pendant 9 mois, mais après il nous a donné tout le line-up. Okay. Ça fait partie aussi de ça, une espèce d'honnêteté intellectuelle, de dire les choses à tes clients, tes patrons, tes boss, tes équipes, de dire bah non, oui, je veux le faire, pas le faire, voilà pourquoi, voilà comment. J'ai toujours fonctionné comme ça. Ça m'a porté préjudice plein de fois, parce que j'ai ouvert ma gueule auprès de mes patrons, mais tant pis. Il y a un moment où je suis honnête dans mes baskets, et un jour... mon psy m'a dit, mais est-ce que vous voudriez rechanger et refaire autrement et être plus politique? Je pourrais pas, j'y arriverai pas, je saurais pas. Puis ça me fait chier en fait. Et puis c'est le chemin qui t'a amené là où t'es, et puis Ouais. qui a l'air de te convenir aussi, quoi. Écoute, moi ça me plaît. Je sais Voilà. pas s'il faudrait demander à mes équipes, je sais pas si tous les jours elles sont pas en train de pleurer. Je vais aller leur demander. Ouais. Juste après, là, Ouais, je vais leur d'accord. demander, enregistrer. Alors, non, mais c'est ouais, bien. on s'éclate. Franchement, on s'éclate. Ouais. Ouais, je m'éclate. Je me suis toujours éclaté dans mon boulot. Même quand c'était pas le secteur, tu vois, le boulot juste avant, je faisais pas exactement ce que j'aimais faire, parce que je faisais du pop-up store, tu vois, du magasin éphémère, donc du retail, sur des clients que je connaissais pas. Et en fait, très vite, j'ai switché, j'ai amené la partie retail sur de l'événementiel, et j'ai été voir des clients que j'aimais bien. Et donc, on a accompagné la chaîne Adult Swim sur le lancement de la saison 6 de Rick et Morty, où on a fait un stand au Comic-Con. Non, c'était revu à ce moment-là. Voilà, comment mêler l'utile à l'agréable. À l'époque... Il y avait une soucoupe volante, c'était un Exactement, décor de ouf. on avait planté la soucoupe volante c'était vachement bien. dans la grande halle de la Villette. J'avais, comme je me faisais un peu suer de faire que du magasin éphémère et que des boutiques Havaianas, j'avais shooté comme client via leur agence Qatar Airways, et on avait construit un avion sur le parvis de la Défense pour Qatar Airways. Tu vois, des trucs un peu rigolos, quoi. Voilà. J'ai l'impression que tu trouves toujours le moyen de te marrer un peu quand même. Il y a un moment où, quand même, aux grandes dames de faire des trucs un peu cool. De mon épouse et de mes enfants, je passe quand même du temps au bureau. Et quand je rentre à la maison, je parle bureau. Et quand je rentre à la maison, il m'arrive de réouvrir mon ordi. Donc ouais, moi, je le fais tout le temps. Je pourrais pas me dire que, en fait, tu vois, je me fais chier, quoi. Et ça te va d'avoir un boss ou une boss plutôt que d'être toi? Je ne peux pas. Être auto-entrepreneur, faire ma boîte, je ne peux pas. Ouais, non, monter un truc, non. Ok. Pas du tout. Ok. Mais pas du tout. L'adaptabilité. Pas du tout. Ouais. J'ai eu l'opportunité, toujours quand j'ai quitté BMG, et que du coup, dans le cadre du plan social... c'est pas ton truc, t'es pas entrepreneur. En fait, d'abord, il faut avoir la bonne idée. Certes. Mais une idée sans application, c'est rien, ça vaut rien. Certes, mais il faut quand même déjà... Le point de départ, c'est qu'il faut avoir l'idée. Ouais. Il faut avoir quand même une idée de contrat ou de client si tu es une société de service. Et puis moi, j'aime bosser en équipe, moi. Je me nourris de... Bah non, ça n'empêche pas. Bah au début, quand tu démarres, tu as du mal à embaucher 4 personnes, quoi, et de les payer. Certes. Voilà. Moi, je me nourris des idées de mes boss, des challenges que me donnent des boss sur mes idées, et du
pushback de mes équipes sur mais en fait ton idée c'est de la merde. Moi j'adore quand mes équipes me disent non mais là tu déconnes, c'est de la merde ce que tu fais, ce que tu proposes c'est nul. C'est nul. Ouais, mais ok. Qui arrive, les gars, c'est nul. mais Tu arrêtes. tu veux qu'on parle Comic-Con? On va parler Comic-Con. Toi, tu veux parler Comic-Con. Ouais. J'allais de toute façon te demander un jour, comment c'était le Comic-Con 3 ans là. Un jour, mon équipe me dit il faut inviter Don Rosa. Ouais. Don Rosa. Picsou. Créateur, enfin, dessinateur emblématique de Picsou. C'est pas lui qui l'a créé, mais il a repris le truc depuis des années. C'est bon. Et je dis mais allez bien vous faire voir. Picsou, c'est pas du tout comme ça. T'as dit voir? Oui, j'ai dû. Non, mais là je le dis parce que dans le podcast et que je suis un garçon poli. D'accord. Mais je leur dis Picsou, c'est pas Comic-Con. Une réunion, 2 réunions, 3 réunions. À qui tu dis ça? À mes équipes. D'accord. Picsou, c'est pas Comic-Con. Je ne veux pas inviter Don Rosa. Pas à ton patron. Ou à ta patronne. De toute façon, il n'y avait pas de Comic-Con, on était une cellule à part entière. Il n'avait aucun. Tu ne rendais des comptes que, mais pas des comptes financiers, mais pas sur la programmation, quoi. En gros, la programmation. C'était toi le patron du Comic-Con. Ouais, c'était moi le patron du Comic-Con. Okay. Ouais. Oui, ça, oui. Ouais. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'à un moment, c'est aussi pour ça que l'équipe a été éclatée et que moi j'ai été sorti, parce que on était une entité dans l'entité. D'accord. Dans les locaux. Et ça n'allait pas, ça convenait pas on a pété les cases, quoi. On a pété les règles de Reed. Reed, c'est une boîte extraordinaire, mais qui faisait, à l'époque où j'y étais, je pense 60 salons par an. Ouais. 60 salons B2B qui reposaient sur le mètre carré. Ouais. On était la seule entité qui reposait sur la billetterie. On était la seule entité qui avait comme partenaire un média majeur qui était TF1. On était la seule entité qui dépensait des centaines de milliers d'euros pour faire venir des artistes des États-Unis avant même qu'on touche le premier euro en revenus. Et c'est accepté. C'est une vision. C'était comme ça. Okay. Mais on était dans les locaux physiquement, une entité dans l'entité. On était dans les modus operandi de la boîte, une entité dans l'entité. On était une équipe hyper soudée. Ça s'est défini comme ça ou c'était clair dès le départ En fait, moi, je suis arrivé avec un truc très précis de ce que je voulais faire. Okay. Parce que le Comic-Con devait être ça. Il y a un moment où tu ne peux pas utiliser la marque Comic-Con. Alors, je vais le dire différemment. La marque Comic-Con amène un standard obligatoire aux fans du Comic-Con. Voilà. Et donc, quand je suis arrivé, je ne l'ai pas dit, mais en fait, ça s'est fait. En fait, je dis, Comic-Con, c'est ça. Alors, on avait de la chance parce que on était une entité française, mais évidemment, on était beaucoup endorsé, chapeauté par Reed Pop, qui est l'entité américaine de Reed, qui gère notamment New York Comic Con et plein de Comic Con dans le monde. Donc, quand je suis arrivé en disant, en fait, on va projeter des séries en exclusivité, mais du coup, il faut quand même un truc fermé parce que ça peut pas être piraté, que, il va y avoir des gens du comics, mais il va y avoir aussi des acteurs parce que c'est ça qui fait marcher, etc. J'étais pas complètement déconnecté du truc. Et puis j'ai dit c'est comme ça quoi en fait, si vous voulez que ça s'appelle Comic Con c'est comme ça. Ok. Moi j'ai pas d'avis, c'est faux, j'ai un avis. Moi je trouvais ça très cool, mais et je me suis aussi nourri de ce genre d'expérience pour moi ensuite créer mon événement et machin, forcément tu vois. Non mais pas de problème, obligatoire tu vois, aussi parce que j'ai fait de l'événementiel sportif avant Milan, mais attends, je vais répondre. Non, t'inquiète. Mais du coup, pour revenir à Don Rosa et à mes équipes, donc une réunion, 2 réunions, 3 réunions, 5 réunions, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Don Rosa. Non. Et puis à un moment, il me cassait tellement les pieds. T'as dit pieds? J'ai dit pieds. Ouais. Bah oui, tu sais, je suis vieux, hein, donc je dis pieds. Que je leur dis, vous savez quoi? Vous voulez inviter Don Rosa? Pas de problème, on invite Don Rosa. Je vous fais confiance. T'en as eu marre. Ras-le-bol, quoi. Ouais. Ras-le-bol. Je leur dis, ça marche, je serai le premier à faire un monde honorable. En revanche, je préviens, si ça marche pas, vous allez en entendre parler. C'est aussi ça. Ça a cartonné. Et ça a cartonné. Ça a cartonné. Mais cartonné au-delà du truc que même eux, l'équipe, imaginait, quoi. T'as fait un monde honorable? Bien sûr. La preuve, je le cite en exemple, en disant que je me suis planté. Mais je me plante souvent, en fait. Et c'est aussi ça d'être... Oui, parce que tu fais. Ouais. Je sais pas. Il y a que les gens qui font pas, qui se plantent pas. Peut-être.
peut-être. Mais c'est certitude. aussi... Non, mais c'est aussi... je me plante souvent parce que je vais le dire autrement. C'est pas parce que je suis patron que j'ai toujours raison. T'aimes prendre des risques? Ouais, j'adore. Ouais. Là, tu vois, par exemple, on a monté une galerie pour le lancement de Rick et Morty, Ouais. une galerie d'art. Ouais. Je n'imaginais pas que ça cartonnerait autant. 4 jours. Je me disais, on va avoir 2000 visiteurs quoi, sur 4 jours, ce sera vachement bien. On a eu plus de 5500 visiteurs sur 4 jours. Le pop-up store qu'on a monté dans la galerie d'art, les produits étaient sold out dès le premier jour. Ça a cartonné. Je prends des risques et j'ai la chance d'avoir des patrons qui me font confiance aussi, parce que ça a coûté de l'argent. Et tu vois, j'ai la chance d'avoir des patrons qui me disent, quand je leur explique, voilà pourquoi on le fait. Je peux pas vous garantir que ça marche, mais pour telle raison, il faut le faire. Et voilà. Ok, on y va. Quand ça marche pas, je dis ok, je me suis planté, désolé. Parfois ça me coûte mon job, parfois c'est bon, c'est pas grave, on a essayé. Mais quand ça marche, t'es là, tu te fais. Et là, sur la galerie Rick et Morty, comme sur Don Rosa, la galerie Rick et Morty, je reconnais maintenant sans problème que je n'imaginais pas que ce serait un tel succès. De toute façon, j'ai l'impression, tu me dis que tu plantes beaucoup, mais tu as dû avoir beaucoup de succès également. Mais c'est pas des succès de moi. Non. Sur les prises de décision, les machins, et finalement ça a donné un truc. Mais c'est des succès d'équipe. Parce que quand tu te plantes, en général, c'est de ta faute. Et quand tu réussis, c'est les équipes. C'est vrai. D'accord ? Bah oui. C'est toujours pareil. Bah oui, mais comme au sport. Ouais, bah oui, Je sais mais pas, c'est la une équipe réalité. de foot, c'est toujours pareil. Quand tu te plantes, tu dis c'est l'entraîneur qui est un con. Et quand ils réussissent, tu dis les joueurs sont vraiment forts. Bon, c'est toujours pareil. Bah oui, c'est vrai. Donc, moi je trouve qu'on peut pas. Enfin, moi je trouve. J'écoute pas mal de podcasts. Je suis assez consommateur. Consommateur de podcasts, toi ? Ça dépend. Je l'ai été beaucoup quand j'ai dû pousser. Que en Blu-ray. Non, ouais, que en Blu-ray. Non, que en VHS, s'il te plaît. Non, quand j'ai dû récemment pousser la poussette de mon dernier né, et que du coup c'était le seul endroit où il dormait, je poussais la poussette. Du coup, t'écoutais des podcasts. Du coup, j'écoutais des podcasts parce que il y a un moment où tu fais quoi donc, au début, j'écoutais de la musique, puis après, j'écoutais des podcasts. Est-ce que les échecs ou le fait que ça marche pas, c'est la meilleure expérience pour ensuite faire que ça marche ? Non, alors non. Merci. Merci beaucoup de cette réponse. Pourquoi ? Parce que tout le monde dit qu'il faut absolument se planter pour pouvoir réussir, c'est trop génial. C'est nul, etc. Et récemment, j'ai écouté une interview de Kylian Mbappé, qui réussit tout ce qu'il fait. Ouais. Sauf la finale de la Coupe du Monde. Sauf la finale de la Coupe du Monde. C'est pas lui qui la perd. C'est vrai. Bon, on va pas se mentir. Et il dit, mais les gars, non. Avec ça, pas du tout. Non. Je suis pas du tout. Non. Moi, c'est la victoire qui machin, etc. Ouais. Et les défaites, ça fait chier, on apprend et tout. Mais si je peux ne jamais perdre, merci beaucoup, quoi. Alors, en fait, non. Moi, je me nourris plus, pas de mes échecs, mais de mes erreurs. Genre Don Rosa. Quand je me suis dit, ah putain, merde, en fait, j'aurais dû écouter dès le début mon équipe. Là, après, t'as une vision aussi. Oui, mais tu peux avoir une vision, mais elle est challengée tout le temps. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Tant mieux, cela dit. Ouais, mais moi, il y a plein de gens qui ont des visions intéressantes aussi et des idées. Bien sûr. Qui valent le coup. Grande phrase de Pascal Nègre, très grand patron de Maison de Disques, qui a été mon patron. Grande phrase, je bois un coup avant de te la donner. Vas-y. J'ai l'impression que c'est une phrase qui va... Pascal Nègre a toujours dit, le tube peut venir de n'importe où, même du stagiaire. Et donc, quand tu as ça en tête, tu te dis, mais en fait, la bonne idée peut venir de n'importe où, même du stagiaire. Non pas que les stagiaires n'aient pas d'idée, mais en l'occurrence, on sait tout très bien que dans une boîte, et notamment dans les grosses boîtes, alors c'est moins le cas maintenant, parce que les stagiaires, on leur file vraiment des grosses missions, mais au début, les stagiaires, c'était un peu genre café-copie, quoi. C'est plus le cas, non, et heureusement. Mais une fois, on m'a fait faire ça, je me suis cassé. Ouais, bah oui. Ah ouais, ça va pas, non. Café-copie, c'est bon. Mais chez Way to Blue, beaucoup d'idées de social, d'RP digital venaient des stagiaires. Et au contraire, je trouvais que c'était parce qu'ils étaient plus jeunes, parce qu'ils n'étaient pas dans le métier, donc ils avaient une vision extérieure qui était hyper intéressante. Non, mais c'est... Et donc, voilà. Donc, l'évidence. Non, on ne se nourrit pas de ces échecs, on se nourrit des idées des autres et de ta remise en question de toi-même. Ça, la remise en question. Ouais. Voilà. Je suis hyper d'accord. Merci beaucoup. Et moi, merci beaucoup. Non, mais je te rejoins sur ce moi, genre de sujet. Moi, j'aime avoir un patron qui me challenge et qui me dit je suis pas d'accord. Oui. Après, je lutte parce que quand j'ai des convictions, je veux les faire admettre. Mais je peux changer. Tu fonctionnes à la conviction, à la vision globale. Ouais.
d'ensemble et machin, et ça me parle parce que je fais un peu aussi comme ça. Je sais pas si on travaille de la même manière, mais moi je fonctionne plutôt par vision et par conviction, et quand j'ai un sujet, voilà, j'ai envie d'aller le défendre et tout. Puis on arrive tranquillement à la fin de l'heure là. Déjà ? Bah ouais, on a démarré à 11h20, ah ouais. 11h15. Ok. Donc c'est pas que je veux m'arrêter, c'est qu'après, bon bah, il faut que tu ailles bosser, on doit aller déjeuner. On doit aller déjeuner, mais on n'a même pas parlé du Comic-Con. Et si, on a parlé un peu de Comic-Con, mais t'inquiète, tranquille. Et t'as réservé qu'à 13h, de toute façon. Ouais. Donc on a un peu, je te dis qu'on est sur la fin. Ah ok. Tranquillement, Ouais, à la fin. Je t'ai pas dit, on arrête. On peut Non, faire encore un quart On d'heure. n'a même pas parlé de Comic-Con, quoi. Mais si, on a parlé un peu de Comic-Con. Ah ouais. On a parlé un peu de Comic-Con, mais en fait, là, t'avais envie de parler de musique. Ouais. Donc on parle de musique. J'allais te demander, viens, on parle du Comic-Con juste après, mais je voudrais te poser une question. De ton point de vue, avec toutes tes expériences et tes différentes vies, qui sont 100% dans la pop culture. Ouais. 100%. Okay, ouais. Tout ce qu'on a évoqué. Ouais. Énergie, ULM, la musique, Comic-Con, Warner, Cannes Série, et toutes les autres, et machin. Ouais. C'est quoi pour toi, pas la définition, mais c'est quoi pour toi la pop culture? Ouais, c'est quoi? Mais non, tu peux pas me demander ça. C'est obligé, c'est la thématique du podcast. Sinon c'est comme quand on me disait, alors, est-ce que le Comic-Con c'est geek? Non. Et donc, je disais, c'est quoi geek pour vous, en fait? Ça représente quoi pour toi la pop culture? Ou alors, elle est représentée par quoi? Ou qui? Je te donne plusieurs portes d'entrée. T'as plusieurs possibilités de répondre. En fait, le vrai problème, c'est que je pense qu'elle est différente selon les époques. Okay. Et pour le coup, comme je suis vieux, je suis si vieux que ça, tu m'aurais demandé, dans les années 90, ce qu'était la pop culture. Je t'aurais dit, c'est les années 80, c'est le Walkman, c'est la série Hulk avec Lou Ferrigno et la série Wonder Woman avec... voilà. Tu m'aurais demandé, dans les années 2000, ce qu'était la pop culture. Je t'aurais dit, c'est les dernières évolutions des années 90, tu vois. Okay. Aujourd'hui, je ne sais pas je ne sais plus ce qu'est la pop culture. Si je dois le définir, c'est peut-être l'univers des super-héros, mais pas que. C'est peut-être l'univers de... En fait, pour moi, la pop culture, c'est l'abréviation de culture populaire. Ouais, clairement, ouais. Voilà. Donc, tout ce qui est dans le peuple, mais pas au sens négatif du terme, au sens populaire du terme, c'est la pop culture. Mainstream, presque. Et donc c'est pour ça que ça évolue en fonction des époques. Encore une fois, en 84, quand Canal a été lancé, je pense que au gros pic de Canal, Decaune, Garcia, Gildas, la pop culture c'était Canal. Ouais. Aujourd'hui, où il y a peut-être maintenant 5 ans, la pop culture, c'était peut-être Netflix, tu vois, si on doit comparer, plus Canal. La pop culture, est-ce que le fait d'avoir des iPhones, ça définit le fait d'être geek et du coup de la pop culture? Du coup, le fait d'avoir 2 iPhones. Et le fait d'en avoir 2, c'est d'être con. D'être psychopathe. Franchement, c'est hyper complexe. Je dirais que c'est de la culture mainstream. Voilà. Donc, je trouve ça assez clair. Les super-héros étaient mainstream, et ils le sont toujours. Ça fait partie de la pop culture. La musique, YouTube, Jul, je regrette d'avoir dit ça. Mais c'est de la pop culture. Il y a Aya Nakamura, c'est de la pop culture. À partir du moment où un artiste fait des millions de vues... Non mais, c'est la réalité, hélas. Mais c'est la réalité. Hélas, parce que quoi, on n'aime pas Jul? Écoute, On a le droit de pas aimer la musique, hein, non, mais je vais le dire autrement. Je me dis qu'un mec qui fait des millions de vues et qui est meilleure vente de disques en France l'année dernière ou l'année d'avant, c'est forcément de la pop culture. Certes. Après, indéniable. Voilà. Indébattable. Voilà. Les chiffres sont à l'appui. Exactement. Après, est-ce que c'est la musique que j'écoute? Plutôt pas. Plutôt pas. Plutôt pas. Ouais. Voilà. Moi non plus. Parce que je veux être informé, j'ai écouté qui est sorti vendredi. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er février. Vendredi dernier est sorti le dernier album d'Aya Nakamura. J'ai donc écouté au moins les 4 premiers titres pour voir ce qu'il en était. C'est des relents un peu de... T'écoutes un peu ce qui sort, tous les vendredis, tiens au courant. Tous les vendredis. T'écoutes les sorties. Je me connecte sur mon service de streaming que je peux nommer, c'est Apple Music. Et le podcast sera disponible sur Apple Music, bien entendu. Merci. Et toutes les plateformes de streaming. Je regarde tout ce qui sort.
Donc je regarde d'abord, Ok. je mets dans ma bibliothèque tous les albums que j'aime, C'est une habitude que tu as toujours eue ou que tu as développée que j'ai toujours eu depuis que j'ai quitté la musique. Oui, voilà, j'allais y venir. Voilà, que tu as eu depuis Assez la musique. rapidement, Ok. assez Ah rapidement. bah voilà, Ouais. ça Ouais, fait parce sens comme on dit. Avant, je le faisais sur Deezer, et puis j'ai quitté Deezer, mais du coup, voilà. C'est bien. Mais j'écoute, et alors ça me permet de découvrir des titres, ça me permet de découvrir des artistes. Mhm. Donc d'abord les albums, Mhm. puis après, sur Apple Music, il y a une playlist qui s'appelle Daily News, ou je sais pas quoi, machin, donc j'écoute les titres. Il y a pas tout ne me plaît pas, loin de là. Mais donc, pour en revenir à Aya Nakamura, j'ai écouté les 4 premiers titres. J'ai beaucoup de mal avec de l'autotune, avec une voix qui est autotunée dans un hall de gare. J'ai du mal. Ok, je comprends. Voilà. Mais après, ça marche. Il y a des gens qui aiment. Ça parle à une génération. Oui, il paraît qu'il est assez mal reçu quand même, l'album. J'en sais rien. Mais... Ça, les chansons qui ont cartonné, celles d'avant, là, qui ont vraiment Oh, cartonné. tcha. Les gens dansent, si tu veux, c'est dansant, quoi qu'il arrive. T'as envie de danser, il y a ce rythme un peu... caribéen, là, tu vois. Ouais. Slow love, caribéen. J'adore. Bon. Là, il paraît que bon, peu importe. Viens, on parle plus d'Aya Nakamura, c'est pas grave, d'autant plus que j'ai fait un bruit, à mon avis, dans le micro, ça ne s'entend pas du tout bien, ça fait comme ça. Avant de te poser mes dernières questions, tu voulais parler du Comic-Con, donc je reviens sur le Comic-Con. Qu'est-ce que tu veux nous dire du Comic-Con ? Parce que tu voulais en parler. On n'a pas parlé du Comic-Con, viens, on parle pas du Comic-Con, on parle du Comic-Con. Viens, on parle du Comic-Con. Ça a été un moment dans ma vie. En fait, je vais te le dire autrement. Quand j'ai quitté la musique, je pensais pas que je pourrais retrouver. J'avais passé 15 ans dans une industrie que j'adorais, je pensais pas que je pourrais retrouver un truc aussi incroyable. Okay. Quand je suis arrivé chez Way to Blue, que j'ai quitté Way to Blue après 5 ans, je pensais pas que je pourrais retrouver un truc aussi génial que de bosser pour le cinéma, la télé, bosser sur des lancements, concevoir des trucs, etc. Comme dit Homer Simpson, c'est le meilleur moment de ta vie pour l'instant. Ouais, mais pour moi, c'était le meilleur moment de ma vie tout court. Et puis, je suis arrivé au Comic-Con. Un truc indescriptible en vrai. Bon, d'abord, j'ai rencontré ma femme. Donc c'est pas anodin. C'est pas rien. Voilà, la mère de mon dernier fils. C'est un tourbillon incroyable, c'est une expérience de vie magique, c'est un truc, un shot d'adrénaline. Je n'ai pas... C'est un truc incroyable, quoi. Les gens nous disaient, mais en fait, qu'est-ce que vous faites toute l'année ? Parce que c'est un festival ça dure 3 jours. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? D'abord, on prépare. Et puis, ce moment magique, tu arrives le matin, du premier matin. Parce que on dormait la veille sur place à l'hôtel en face, parce qu'il faut être là. Les portes ouvraient à 9h, il faut être là à 5h30, tu vois. Ouais. Et que tu te réveilles, tu regardes par la fenêtre, tu vois dès 5h30 des gens qui sont là. Que tu arrives, tu leur dis bonjour, parce qu'en plus j'étais porte-parole du Comic-Con, donc en année 2 et année 3 je faisais des Facebook Live, donc les gens me connaissaient, me reconnaissaient. Moi j'ai plutôt une mémoire des visages, et donc je les reconnaissais aussi. Que tu arrives le matin à 5h30, 6h pour aller sur le truc, qui sont là, tu te bonjour, tu vas bien, ouais, alors ça se passe bien et tout, et qu'à 9h30 ou 9h quand ça ouvrait, tu te dis dans le Toki, les gars, on y va, on ouvre les portes, tout le monde est prêt, allez, tiens, tu vois, le fait d'en reparler, j'ai encore la chair de poule. Espèce de truc comme ça, c'est une émotion incroyable. Tu vois, c'est incroyable. C'est un truc magique. Ouais. Et les gens qui nous arrêtaient dans les allées du Comic-Con, pardon. Voilà, vas-y. Et qui te disent... Viens, on vit des vrais moments. Tu vois, vas-y. Sauf si tu veux arrêter. Ouais, 2 minutes, ouais. Ouais. Non, mais en fait, les gens... Laisse. Non, comme tu veux. Les gamins qui s'arrêtent, faire une pause, qui te sourient, les parents qui te disent, mais en fait, vous vous rendez pas compte ce qu'on a pour nos enfants, c'est incroyable. C'est trop bien. Franchement, c'est trop cool, ça fait plaisir, quoi. Ouais, tu sais pourquoi tu te fais chier. On savait, tu vois... on bossait ensemble avec mon épouse et moi, on bossait toute la journée, on arrivait chez Reed, il était 9h30 du matin, on arrivait à la maison, il était 20h30, on bouffait, et après les agents ils étaient à Los Angeles, donc on repartait jusqu'à minuit et demi. Quelle à parler, à négocier, et encore pire, alors ça allait un peu au début, mais dans les 4 mois qui précédaient, c'était que ça, avec les talons qui annulaient, les trucs, la pression. C'est dingo.
Et en fait, ce truc-là, ce moment-là, où tu croises des gens qui ont des sourires. Alors, évidemment, tu as toujours les gens qui sont pas contents, qui te disent ouais, c'est nul, notamment l'année 1, et c'est normal, l'année 1 était compliquée, on se rodait, on savait pas et tout. Il faut démarrer quelque part. Mais en année 2, en année 3, quand t'apportes aux gens ce petit moment-là. C'était le feu, franchement. Ouais, moi de mon expérience. Écoute, je te donne mon expérience. Ouais. C'est mon avis de comment je l'ai vécu, moi. Moi, j'ai pas vécu 4 et 5 parce que j'ai été sorti, donc je sais pas. Je l'ai vécu en tant qu'exposant. Ouais, parce que bon, t'es trop émotionnel là. Ouais. Non, mais c'est pas vrai en plus. Je l'ai vécu 4 parce que j'ai amené du contenu. Parce que j'étais à l'époque chez Turner. Ouais. Et on a amené Final Space. Donc c'était super. On a fait un panel, c'était génial. Et j'ai vécu 5 parce que justement, on a monté Rick et Morty. Voilà. Mais je l'ai pas vécu de l'intérieur comme c'était. Mais ça devait être spécial pour toi de revenir c'était super. En extérieur. C'était super. Et en plus, mon épouse bossait là-bas encore. Donc, si tu veux, je l'avais, tu vois. Mais franchement, cette folie Stranger Things en année 3, où oui, c'était dur parce qu'en fait, il y avait très peu de tickets, parce que les gamins étaient en larmes. N'importe quoi. Parce que les gamins étaient en larmes sur les barrières, que les parents n'en pouvaient plus. Mais pour ceux qui ont pu, ce moment magique d'explosion, de bonheur que tu apportes aux gens, on faisait des photos et des dédicaces qui étaient payantes avec les artistes. On sait que c'était payant, c'était comme ça, c'était le modèle. Avec les ricains, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'était le modèle. Mais ce moment où toujours comme ça. Cette fraction de seconde où tu vois dans les yeux des gens, quand ils rencontrent leur star, c'est incroyable. T'as bien fait ton boulot. Franchement, alors d'abord tu dis que t'as bien fait ton boulot. Ça, déjà. Et puis c'est gratifiant, je trouve. Oui, mais pas gratifiant au sens d'ego trip. Non, pas du tout. Je trouve ça gratifiant parce que tu te dis t'as pas dans un objectif humain cool de faire des trucs cool parce que c'est cool de le faire. Genre c'est juste cool. Moi on me demande encore sabre laser, l'argent. Ouais, l'argent c'est super évidemment, bien sûr. Et t'en gagnes, tant mieux. Et t'en gagnes, pas avec l'école mais avec d'autres trucs autour de ça. En fait, pourquoi parce que c'est cool en fait. C'est juste cool de le faire et on le fait et on continue à le faire parce que c'est cool et qu'on voit les gens qui nous disent franchement c'est grave cool. Franchement je suis d'accord. Et voilà, et tu continues. Moi je trouve que c'est trop bien. Et ça, je ne pourrais pas m'empêcher d'en vouloir aux personnes qui m'ont sorti. Et je sais qui c'est. Tu veux donner des noms ? On peut aller les chercher si tu veux. Non, je suis pas du tout dans la délation, mais ces gens-là sauront se reconnaître. Et pour le coup, ce n'est pas le patron de Reed. On peut dire qu'il sait pas. On peut dire qu'il sait pas. C'est pas Michel Fizzi, même si c'est lui qui a pris la décision, même si quand j'ai été voir, je dis après Michel, les patrons. Michel, voilà ce que je te propose, une alternative. Et il m'a dit non, écoute, franchement, non. Non. Mais je sais qui c'est. Et ces gens-là osent maintenant revenir me voir et me dire tiens, dis donc, on pourrait retravailler ensemble. Je pense qu'ils n'ont pas compris, ou alors ils n'ont plus de mémoire. Je vais te poser une question, t'es pas obligé de répondre. Ça a un rapport avec le nouveau festival Paris Fan Fest ? Non, pas du tout. Aucun, et je suis ravi de travailler avec eux. Tu travailles avec eux ? Ouais, on sur Warner, je peux dire ? Ouais, l'année dernière, on a fait un panel Visitors. Trop bien. Simon Astier est venu, il a fait une séance de dédicace. Super. Puisque Visitors, c'est une série produite par Warner TV. Et cette année, on est justement dans la file d'emails. Tu blaguais en disant est-ce que tu veux que je réponde ? Donc, pendant cette interview, mon portable n'a pas arrêté de s'allumer. Ah oui, vraiment. Adrien peut témoigner. Vraiment. Je pense que je vais avoir après 90 mails auxquels je dois répondre. Et dedans, il y a un mail du Paris Fan Fest, puisqu'on essaie de voir si on peut faire des choses. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, on essaye d'y aller aussi, mais c'est compliqué, visiblement. Donc, voilà. Bon, bref, peu importe. Écoute, bon, ok. Voilà, donc, non, c'est... Et quand je suis parti du Comic-Con, je me suis dit jamais je retrouverai un truc comme ça. Je pense que ce truc-là, je le retrouverai pas. En revanche, quand même, quand là on a fait l'avant-première au Grand Rex de Visitors pour le lancement de la série l'année dernière, qu'il y avait 2500 personnes fans de série Astier, qu'il y avait tout le cast sur la scène et que les gens applaudissaient, mais une standing ovation de dingue, que tu avais Simon qui était là, tout le cast aux anges. Tu recrées quand même ce petit moment de bonheur pour les gens. Et en fait, je crois que c'est ça que j'aime, en vrai. C'est ce truc-là de se dire, bah ouais, en fait, on bosse pas que pour vendre du vent, mais aussi parce qu'en fait, ça fait plaisir à des gens. Et que, tu vois, que on reçoit des courriers, nous, ici, sur j'adore la série, sur Visitors, on en a reçu plein. Ce moment-là, quoi, il est cool. Ça fait du bien à l'âme. Et je crois qu'en fait, ça fait du bien à l'âme.
Je me souviens chez Way to Blue, il y a une de mes collaboratrices qui est partie, qui m'a dit je veux me rendre utile. Et en fait, on vend du film et du Blu-ray et on ne vend rien. Mais en fait, non. Quand on faisait la promotion de films et de Blu-ray et que les gens avaient allé voir le film et que ça marchait et qu'ils ressortaient et qu'ils étaient contents, bah en fait, ouais, on faisait du bien à l'âme, quoi. Donc moi, j'ai toujours considéré que je faisais un peu, parfois, du bien à l'âme quand je vendais des disques, que ça plaisait, que ça marchait, que les gens étaient contents de les acheter, que les gens étaient contents de venir en concert, que on faisait pas de mal, tu vois. Quand Chantal Goya elle a ressorti son album de remix, ça a été tellement critiqué. Ouais, mais en fait, ça a vendu, les gens étaient contents de la revoir, les gens étaient contents d'entendre les versions de Bécassine remixées et de danser, et voilà. Et on fait du mal à personne, quoi. Voilà. Donc, ce petit moment-là de Comic-Con, ouais, c'était bien. Et là, c'est bien. Voilà. Je sais pas si tu veux finir là-dessus, c'est bien, non, comme fin? Faire du bien à l'âme. Est-ce que, comme tu es un ancien de radio et de musique, etc., t'arrives pas à laisser des blancs, c'est rigolo? Vas-y, viens, on laisse ça. C'est vrai? Ouais. Mon épouse te dirait que c'est insupportable. Je déteste le silence. Je déteste ça. J'ai besoin tout le temps de musique, de bruit, quand je travaille. Là, tu l'as pas, mais tu vois, j'ai une boom bass là. Et j'ai besoin de musique. J'ai besoin d'un fond. Je déteste les silences. Je me sens mal dans les silences. Tu veux qu'on en laisse un? J'essaye. Allez, j'arrête. Ok. Elle est faite de quoi, ta baguette magique? La mienne ou celle qui est sur mon bureau, là? La tienne. Parce que celle-là, elle est faite de... Oui, non. D'envie. Dedans, il y a de l'envie. Ouais, dedans, il y a de l'envie. Il y a un matériau. Dedans, il y a de l'empathie. Dedans, okay. Il y a de l'émotion. Dedans, il y a... Je te parle que de sentiments, t'as vu, hein, c'est pas mal. Hein. Matériaux, je sais pas. Pas de matériaux? Malléable. On en revient à adaptable, tu sais. Du bambou. Un truc un peu flexible. Ouais, mais ouais, peut-être. Mais non, okay. Non, parce que c'est pas... Je plie et je romps pas parce que je sais rompre. Mm-hmm. En fait, quand je change d'avis, je romps. Quand non, plutôt d'un truc que tu peux modeler et changer, une forme que tu peux changer à volonté. Un bonsaï peut-être. Okay. Qui va autour, tu le façonnes un peu comme ça. Ça me fait marrer parce que... Une monstera. Dans les entretiens d'embauche, j'ai un parcours qui est quand même très sinueux professionnel. Ouais. À la fois dans les jobs, dans les secteurs et tout. Ouais. Et j'ai une phrase que je ressors à chaque entretien, donc je vais la spoiler là. Donc si je quitte ce boulot, avis au prochain chasseur, vous entendrez cette phrase, parce que je pense qu'elle me définit bien. Je suis spécialiste de rien, mais professionnel de tout. C'est vrai, en fait. C'est carré. C'est-à-dire que j'ai touché tellement de secteurs que je peux faire plein de trucs. Mais en revanche, je suis un spécialiste de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur... J'ai compris. Et c'est pareil dans la musique. Elle est très très claire, la phrase. Spécialiste de rien, professionnel de tout. Je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. Je pense. On se parle pas tout le temps, mais juste quand on se voit, on s'entend bien et c'est cool. Et c'est pareil dans la musique. C'est bien. C'est-à-dire que je gratouille la basse, j'en ai une, je sais plaquer des accords au piano et je peux faire un truc à peu près de ce que j'entends. La guitare, vraiment non. Chacun son truc. Ouais. Non, mais parce que je sais pas. Ouais, bien sûr. Mais du coup, j'ai jamais, à part la batterie où vraiment j'en ai fait 6 ans, mais j'ai jamais pris un instrument où je me suis dit je vais tout faire, je vais bien. M'intéresse pas, c'est pas mon truc. Pareil dans les sports, j'ai touché à plein de trucs. Celui que j'ai fait le plus, c'est le tennis de table et le tennis. Mais j'ai jamais fait, tu vois, genre un truc pendant 25 ans où je faisais de la compète. C'est pas mon truc, quoi. Okay. Voilà. Si tu... Quoi? Ça sent la question de la fin, ça. Ouais, regarde, si il est moins 10. Te définir... Non, pas du tout. Merde. Okay. Non, mais il est moins... Faut qu'on aille déjeuner. J'ai faim, moi, Pierre. Je pourrais discuter 3 heures de plus. Il faut quand même que je bosse un peu. Il faut que tu bosses aussi. Mais franchement, on pourrait parler 3h30 sans aucun problème. Si tu devais avoir un pouvoir, un super pouvoir, t'en choisis un qui existe, ou tu peux l'inventer si tu veux. Un truc de super-héros, super-héroïne, ou pas. Profitez de ce silence si vous êtes offert par Pierre-Yves Bonnetin. C'est une vraie question.
Je vais te dire ce que je ne voudrais pas. Ça répond pas à la question. Non, t'as pas le droit. Ah, t'es chiant. Ah. J'allais te dire quelque chose, mais en fait, je pense que c'est pas vrai. Bah dis-le quand même. J'allais te dire Qu'est-ce que pouvoir t'allais lire dire dans l'esprit des gens, parce Ok. que ça m'aurait évité des désillusions Mhm. à la fois sentimentales, mais comme tout le monde, Mhm. Mhm. et professionnelles, mais en même temps, ça va à l'encontre de ce que je t'ai dit avant, qui est de toute façon, je ne changerai pas et je ne referai pas, enfin, je referai la même chose, je pourrais pas être politique. Un super pouvoir, je crois que ça m'intéresse pas. Ok. Je- allez, je vais être hyper prétentieux. Mon super pouvoir, c'est de pouvoir écouter les gens. Ben, on n'est pas loin alors sur ce que tu disais. Sur le sujet, il y a pouvoir écouter les gens. Là, tu aimerais pouvoir entendre ce que pensent les gens. Ah bah, il y a Du sujet coup, il y a d'écoute, ouais. il y a un truc sur l'empathie, Ouais. peut-être. Ouais. Peut-être que tu n'as pas envie de contrôler le truc, mais savoir, peut-être aider, machin. Il y a un truc autour de ça. Il y a peut-être un truc autour de ça, certainement. On est un peu sur la même thématique quand même. Ouais. T'es pas obligé de te justifier. Hein. Non, bah, je cherche pas. Voilà, bah très bien. Alors te justifie pas. Ok, je très te bien. viens en aide, t'as pas besoin. Ok. Il y a un sujet machin, mais j'ai l'impression qu'on est plus dans le positif que dans le négatif de toute Ouais, façon. ça c'est sûr. En tout cas, sur ce côté. Ouais. Voilà. Très... Ça marche. Je trouve ça cool comme pouvoir. Moi, j'aimerais bien avoir ça en vrai. Mais pouvoir le switcher, tu vois. Genre, ah, c'est trop. Non, mais en fait, tu peux pas. C'est trop compliqué pour prendre des décisions, des machins. C'est un enfer. Après, tout est lié à ça. Je sais pas si Tu vis plus, quoi. Je sais pas si tu te souviens de ce film avec Mel Gibson qui s'appelle Ce que veulent les femmes. Bien sûr, j'ai pensé à ça immédiatement quand Ah tu oui. m'as dit. Immédiatement. Ah oui, mais au-delà des femmes, je trouve que c'est hyper important. Alors évidemment, ça change ton modus operandi, ta Bien prise sûr, de décision, bien sûr. mais en même temps, il y a un moment où c'est tellement important. Alors je vais te dire autrement. Mhm. Et ça rejoint ce que je t'ai dit avant. Je ne peux pas travailler autrement qu'en équipe. Mhm. De ce fait, pour moi, l'équipe est hyper importante. Mhm. Et donc, peut-être que par le passé, et peut-être encore maintenant, et Mhm. peut-être dans le futur, Mhm. si je savais ce que pensent mes équipes, j'agirais différemment, ou je serais un meilleur manager. Ou pas. Ou pas, mais peut-être. Après, ça leur laisse aussi peut-être à eux libre cours d'exprimer de leur manière et Ouais, machin, et certainement. plus libre peut-être Tout de à fait. dire des choses Tout à fait. qu'ils ne pourraient Ouais, pas tout te le à dire fait. aussi. Donc, Tout à fait. il y a... Bon, J'ai pas du tout aimé me faire saisir par cette émotion de Comic-Con, là je m'y attendais pas du tout. tu vois, c'est que je suis un bon intervieweur. Merci Ouais. pour ce moment d'émotion. Ah ouais, bah écoute, Je vais pas le couper, je te cache Ah pas. merde, Non, je vais je pas le me couper. suis bien laissé prendre là. Ouais, mais tu voulais en parler du Comic-Con, ça fait plusieurs fois que tu revenais dessus. Alors que moi, j'étais passé à autre mais chose parce qu'en on fait, est allé c'était vers la musique. le point de départ Ouais, je sais. de la rencontre. Donc, Mais moi, j'aime bien sur ce podcast-là, vraiment. Voilà, je dis comment on s'est rencontrés, les différentes thématiques du Ouais. truc, la musique, où c'est- ça a été et tout. On a parlé musique parce que c'est venu comme ça naturellement, Ouais. et c'est très cool, on a d'autant même plus pas que je parlé partage. radio. Bah, c'est pas grave, la prochaine fois. Putain. Peut-être qu'il y a une prochaine fois, je vais faire des épisodes plus spécifiques. On pourra faire un épisode 2, tu vois, il y a on a tellement de choses à se raconter, on pourra parler de radio aussi, on a un ouais. peu parlé d'énergie quand même. Mais tu voulais parler du Comic-Con, donc on y est revenu, et visiblement ça n'était pas pour rien. Ouais, non. Donc on pourra faire un épisode spécial Comic-Con. Je fais le nom de la tête. Vas-y, on termine. Est-ce que tu as une œuvre favorite? Œuvre Ouais, une œuvre, c'est-à-dire ouais. La fameuse question, si tu dois partir sur une île déserte. Non, pas t'emmènes du quoi tout. Par exemple, moi, j'ai un truc que j'adore, c'est Star Wars. Voilà. Moi, c'est mon truc que j'aime. Il y en a plein d'autres en musique, en machin, donc une œuvre, je sais pas, de cinéma, Alors, machin, je vais un te truc qui t'a répondre. marqué. Mais je vais te répondre et du coup, je vais reformuler la question avec l'île déserte parce que ça répond quand même Ok, à ça. vas-y. Avec quoi tu pars sur l'île déserte? Exactement. Ok. Le film avec lequel je pars, c'est 12 hommes en colère. Trop bien. Parce que je trouve que dans ce film, il y a tout ce que fait la nature humaine. C'est trop bien. Voilà, il n'y a rien de besoin Ok. de plus. C'est-à-dire que c'est un film qui m'agace parce que à chaque fois que je tombe dessus à la télé, je le regarde, je ne peux pas éteindre. Celui avec Henri Fonda. Ouais, bien sûr, Ouais. évidemment. Je trouve qu'il y a tout de l'homme, des relations humaines, Ah non, mais de trop ce bien. qu'est la nature Trop humaine, bien. de ce que sont les a priori, le pourquoi, du comment, je m'oppose à la majorité. Pour moi, ce film est Ok.
Ça a du sens avec tout ce que tu as raconté. Voilà. Hein, je trouve. Ça a du sens avec tout ce que tu viens de raconter. Et l'œuvre musicale, ouais. Je suis pas un grand fan de musique classique. Mais le Requiem de Mozart est pour moi l'œuvre ultime. Ok. Voilà. Très bien, ça me va. Et pourtant j'aime tellement d'autres trucs. Mais... Ça me va. Je me ressens sur la pop culture côté geek. Ouais. Est-ce que tu as un personnage absolument favori, un super-héros absolument favori, hors Batman? Ouais. Daredevil. En fait, j'en ai deux. Non, mais j'en ai deux, c'est Daredevil et Hulk, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. J'aime les couleurs. Voilà, j'aime les couleurs. Rouge et vert. J'aime le noir, le rouge et le vert. Mais en fait, parce que... mais comme Bruce Wayne, d'ailleurs. Parce que ce sont des personnages torturés. Je n'avais pas remarqué. Non, bah, pas du tout. Toi, t'as pas l'air trop torturé non plus. Pas trop. Ce sont des personnages qui sont totalement ambivalents. Ce sont des personnages qui ont une vie d'un côté et leur autre vie de l'autre. Tu vois, le The Batman qui est sorti, je trouve que l'interprétation que fait Pattinson de Bruce Wayne est très maladive. Il en fait un personnage très chétif, un peu maladif, mais en revanche, ce que je trouve un peu dommage, mais ça, en revanche, ce qui est très très bien vu, c'est que ça exacerbe l'autre facette du super-héros. Hulk... C'est ce que j'ai aimé aussi. Voilà. Hulk, l'interprétation qu'en fait Mark Ruffalo, c'est quand même un mec hyper torturé, qui se sent pas bien au sein des Avengers, qui est pas à sa place, quoi. Et dès qu'il se transforme et qu'il est Hulk, c'est Smatchman, quoi, c'est le best of the best. Voilà. Daredevil, c'est quand même un mec qui est handicapé, qui a eu du mal à avoir son droit, enfin qui a fait droit, qui a perdu son père, enfin tu vois, j'aime cet aspect-là du truc, et j'ai eu la chance, tu le sais, de rencontrer Frank Miller. Et je me souviens un jour, là, je suis désolé, je pourrais continuer sans s'étendre. Je reviendrai, hein, franchement. Je vais on revenir. À Madrid. On était au Madrid Comic Con parce qu'on allait voir Frank Miller pour qu'il revienne donc en année 3. Donc on allait le voir sur place, donc avec la programmatrice du Comic Con. Et mon fils, qui savait que j'étais fan de Daredevil, l'aîné, c'était peu de temps après mon anniversaire, et m'avait offert le Daredevil de Frank Miller. Okay. Pavé énorme, donc j'adore. Et j'avais amené avec moi. Et donc son bras droit, Franck, je la connais bien. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai amené mon Daredevil, c'est mon fils qui me l'a offert. Est-ce que tu crois que Franck... Il était là, hein, parce qu'en fait, on parle avec lui, mais c'est quand même Frank Miller, quoi. Bien sûr. Et on s'entend bien. Et bon. Et je lui dis, est-ce que tu crois que Franck pourrait juste me le signer et tout? Elle me dit, ouais, pas de problème, je te le prends. On se retrouve au dîner. On se retrouve 2 heures après, et en fait, je l'ouvre. Et donc, c'était les collections DC Comics, hein, donc en l'occurrence, les premières pages sont toutes noires. Et il m'avait dessiné avec un stylo argent, il m'avait redessiné Daredevil à l'intérieur, quoi. Wow. Donc j'ai le Daredevil de Frank Miller avec Daredevil dédicacé et dessiné par Frank Miller. Excellent. Et donc voilà, je trouve que la série qui a été produite est incroyable. Je trouve que Charlie Cox dans le rôle est incroyable. Exceptionnel. Et voilà, et je dis ça dans la maison de la maison de Batman que j'adore. Je suis fan de Batman, et je suis fan de Superman. Le Man of Steel est incroyable. Le Zack Snyder Justice League est pour moi un film extraordinaire. Mais voilà, je suis fan de Batman, Daredevil et Hulk parce que ce sont des personnages torturés. Parce que toi tu l'es pas. Non, pas du tout. Pierre, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup. Avec toi, c'était bien. C'était plus long que prévu. Je suis désolé. Et ça me va très bien. Je vais en revanche je suis un mec bavard. Te laisser... Non, mais t'as plein de trucs à te dire et à exprimer. Et il y a plein d'autres sujets à explorer en plus de ça. De toute façon, je vais faire des épisodes spéciaux avec des thématiques peut-être plus précises. Donc peut-être qu'à cette occasion, on aura un moment à nouveau autour de ça. Et puis j'aime bien ce média. On peut s'exprimer. Ça fait un peu radio, un peu machin. Bon, bref. Je vais te laisser le dernier mot. Émotion, c'est bien. Merci Pierre-Yves. Merci. Salut. Ciao. Eh bah oui, c'était bien.
Je fais des tests. Oh là, on entend bien Esme qui crie là, hein, ma fille. Alors, ça vous a plu cet épisode? Bon, désolé pour le son, franchement ça passe. C'était vraiment cool. J'espère que vous avez aimé tous ces partages de cette personne qui a vécu des trucs de ouf. Don Rosa, Kenny Williams. Folie quand même. Esme, doucement. Enfin, c'est incroyable, on entend qu'elle. On s'entend plus podcaster. Voilà. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. On approche de la fin de saison très tranquillement. Je relance mon appel à sponsoring et partenaires puisque nous cherchons à étendre, à épandre, à expand ce podcast qui continue à augmenter en nombre d'écoutes de jour en jour et de semaine en semaine, d'heure en heure, de seconde en seconde, d'air en air. C'est incroyable. Et puis voilà, tout simplement. Merci d'écouter, merci d'être là. Salut.